aujourd'hui, on va voir la pédocriminalité du coup, parce que ça fait partie de ces actualités où c'était compliqué de passer outre. Pédocriminalité, l'épiscopat ne veut pas entendre parler d'indemnisation. Vous savez qu'il y a eu cette parole assez violente de l'épiscopat qui était de dire, eh bien, de toute façon, le secret de la confession va au-delà des lois de la République. Donc, en gros, à partir du moment où quelqu'un se confesse d'un crime, eh bien, en tant que homme d'église ou femme d'église, mais on ne peut pas se confesser, je crois, à des sœurs. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut se confesser à des sœurs? Je sais pas. Oui, sûrement. Je sais pas. J'en sais rien. Mais bon, voilà. À partir du moment où on confesse un crime, eh bien, on ne le répète pas parce que les lois de la confession sont plus fortes que les autres. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Donc voilà, il y a eu cette phrase extrêmement choquante. Je voulais qu'on en parle quand même. Je n'utilise pas Facebook sauf pour communiquer avec ma famille et j'avoue que sur Twitter je n'ai aucune visibilité. Je poste les mêmes choses que sur Insta qui ne touche qu'une voire deux personnes alors qu'Instagram me laisse un peu plus de visibilité pour mes dessins broderie. J'aurais certainement essayé de trouver une solution parce que je veux sincèrement en faire mon métier mais sur le moment j'ai eu un petit coup de chaud. Non mais c'est normal, c'est normal. Des sujets légers comme on les aime, n'est-ce pas? On ne peut pas, à ma connaissance, puisqu'on peut se confesser qu'à un prêtre. Oui, il me semble que c'est ça. Hein. J'ai eu un doute brusquement, je me suis demandé si on pouvait se confesser à une femme. Ça me fume parce que le secret médical peut être brisé si le docteur estime qu'un danger imminent peut arriver. Ah non, mais complètement. Et dans l'absolu, je pense que le secret de la confession peut se briser aussi. Mais euh, mais certains ont décidé que les lois de la confession étaient plus fortes que les lois de la République. Ce qui est terrible, parce que du coup, on rappelle quand même que normalement, depuis la séparation de l'Église et de l'État, on est censé faire passer les lois de la République avant des lois religieuses. Hein. Quand on y réfléchit un peu, ces attaques contre les influenceuses sont stupides. Si elles gagnent autant d'argent, un ou deux jours sans ne vont pas trop leur poser problème, à moins qu'elles aient un train de vie très cher. Et ce sont toujours les plus petits groupes qui souffrent et pâtissent le plus de ces pannes. Oui, complètement. Et la prêtrise, c'est noble pour les femmes dans le catholicisme. Et oui, même si j'espère que c'est amené à changer, mais oui. Je crois qu'il n'y a que les prêtres qui peuvent confesser. Ouais, c'est ça. Hein. On peut pas non plus se confesser à un moine. Bonjour, hein, Barbara. En gros, il faut que ce soit un père et pas un frère ni une sœur. Ah bah nous, les femmes, nous sommes des pécheresses par essence, donc on peut pas recevoir des confessions. Bah non. Ce serait connu sinon. Donc, un article de Libération autour de cette fameuse commission sauvée, pédocriminalité, l'épiscopat ne veut pas entendre parler d'indemnisation. Alors je suis désolée, il y a beaucoup d'articles de Libération à nouveau aujourd'hui. J'ai pris aussi cet article du Midi Libre, pédocriminalité et secret de la confession en pleine crise, les propos de l'Église de France font polémique. Je sais pas vraiment si on va entendre des choses différentes. Je pense qu'on va le lire d'ailleurs plutôt que celui-là. Parce qu'il y a ce petit extrait, ce fameux extrait de France Info où du coup il a été dit que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Tout a été remis. Pédocriminalité dans l'Église, comment le chiffre de 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950 a-t-il été évalué? Ça, je trouvais que c'était intéressant. Mais de toute façon, c'est France Info aussi, hein, donc on risque d'avoir à peu près les mêmes échos que dans cette interview-là. J'ai mis aussi la pédocriminalité dans l'Église catholique de France a un caractère systémique. Voilà, c'est la remise du rapport de la CIAZ. Donc pareil, je ne sais pas si on va apprendre énormément de choses en plus, mais au cas où, s'il nous reste du temps aussi, bien évidemment, on pourra l'écouter. Je voulais revenir sur le hashtag double peine Montpellier que s'étend de la plainte pour viol classée sans suite à l'origine du mouvement double peine. Vous savez que, je vous avais expliqué ça la semaine dernière, ce fameux mouvement hashtag double peine qui traite essentiellement de la façon dont sont reçues les victimes chez les forces de l'ordre au moment où elles veulent porter plainte. Et tout ça est parti d'une plainte pour viol classée sans suite et je trouvais ça intéressant. De toute façon, Check News, globalement, c'est assez intéressant de Libération. Je voulais voir un petit peu où est-ce que ça en était, si quelqu'un avait eu des nouvelles de tout ça, quelles étaient les suites qui allaient être données. Je trouvais que c'était intéressant. Il y a également cet article, toujours sur Libération, hein, mais bon,
sur les stéréotypes de genre peuvent commencer in utero, un rapport sur les stéréotypes de genre. Je trouvais que c'était aussi très intéressant à un moment où, vous le savez, les thérapies de conversion vont être à nouveau remises en cause et on espère cette fois-ci vont être punies. L'Assemblée vote l'interdiction des thérapies de conversion, un nouveau délit pour les punir. Voilà, donc vu qu'on est à nouveau en train de parler des thérapies de conversion, vu qu'à nouveau on sait à quel point ce sont des choses qui peuvent complètement briser une vie, eh bien, je trouvais que c'était intéressant d'en reparler. D'ailleurs, on va parler aussi du coup des thérapies de conversion. Alors, c'est un article du HuffPost, hein, donc c'est quand même beaucoup plus... très souvent, c'est un peu moins référencé et un peu moins touffu, on va dire, comme article. Thérapie de conversion, ce point de la loi qui ne fait pas l'unanimité. Donc, on va reparler justement de la loi autour des thérapies de conversion. Une bonne nouvelle quand même, le ministre de l'Éducation reconnaît enfin des droits aux élèves trans à l'école. Pareil, je voulais qu'on le lise ensemble. Alors, étant pas concernée du tout par la transidentité, je voulais quand même qu'on l'évoque. Je ne sais pas si je vais en parler beaucoup parce que juste, je suis pas certaine de savoir réellement quoi dire et d'avoir les bons mots et d'avoir toutes les connaissances juste autour du sujet. Mais bon, je voulais quand même qu'on lise cet article parce que c'est important. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer. Alors je l'ai vu passer sur autre chose que Libération, mais pour tout vous dire, je pense que les endroits où j'ai trouvé, j'avais peur que ce soit très vite complotiste, que ce soit pas très sérieux. Au moins, chez Libé, ils ont normalement un peu plus de recul et ils ont tendance à prendre un peu plus d'opinions différentes, etc., même si c'est très orienté comme journal. Mais il y a le fameux rapport entre le vaccin contre le Covid et les cycles menstruels. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ou vu passer ça, mais effectivement, on est plusieurs à avoir été vaccinés et à avoir eu des troubles menstruels par la suite. Alors ça dure pas très longtemps potentiellement, mais ce sont quand même des troubles qui sont assez importants, avec des retards de règles, avec des saignements en dehors des règles, avec des fois des plus grosses douleurs aussi pendant les règles. Alors les douleurs, etc., c'est une chose qui déjà est extrêmement désagréable, mais le fait d'avoir des retards de règles ou des variations à l'intérieur du cycle, ça peut poser problème, parce que ça peut poser problème aussi au niveau tout simplement de la contraception. Donc ce serait bien quand même que quelqu'un se penche dessus. Je sais qu'il y a une chercheuse qui avait commencé à se pencher dessus, mais bien évidemment, vu que c'est la santé des femmes, on se penche beaucoup moins dessus que ce qui serait nécessaire. Mais du coup, voilà, sachez qu'il y a ce truc-là entre les vaccins contre le Covid et les cycles menstruels. Je voulais qu'on en reparle et voir de quoi cet article parlait, s'il y avait eu du nouveau, ne serait-ce que si cette fameuse chercheuse avait réussi à, voilà, à un début de piste, on va dire. Pardon, du coup, j'ai pas trop vu le chat. Moi j'appelle ça du séparatisme. On attend toujours la réaction d'Armalsin face à ce communautarisme qui place une religion au-dessus des lois de la République d'ailleurs. Oui, hein, n'est-ce pas? C'est pas comme si les prêtres sont frustrés sexuellement. Alors, on va en reparler, je pense, en lisant les articles, mais le fait que les prêtres soient frustrés sexuellement n'excuse pas le fait qu'ils s'attaquent à des enfants. Voilà, il y a quelque chose quand même où... Il y a eu d'ailleurs énormément... Je sais pas si les articles là vont en parler, mais il y a eu énormément de réactions autour de ça, sur le fait que beaucoup de personnes mettaient en avant le fait qu'un prêtre ne puisse pas normalement se marier et même globalement avoir une vie sexuelle. Normalement, c'est interdit. Et que du coup, tous ces interdits, toutes ces choses-là, fermentaient et donnaient ces comportements criminels. Le fait est que il faudrait peut-être voir les choses à l'inverse et se dire que peut-être certaines personnes qui sont déjà malades et qui ont cette attirance envers les enfants choisissent des métiers tout simplement dans lesquels on a tendance à faire confiance et où il y a énormément de jeunes enfants autour et qui sont très souvent complètement laissés à la charge de ces personnes-là pendant des moments particuliers, pendant des camps de scouts, des camps de vacances, pendant des moments de confession, pendant énormément de moments, le caté, etc., pendant énormément de moments dans lesquels ces enfants sont laissés en toute confiance à ces personnes-là. Donc oui, mettre ça sur le compte de la frustration sexuelle des prêtres, c'est une possibilité, mais ça reste, pour moi, assez vague comme excuse. Et je suis pas certaine, en plus que... Alors,
que ce soit clair, pour moi, les prêtres doivent être autorisés à se marier. Je trouve ça complètement improbable qu'il n'y ait pas cette autorisation-là qui soit faite à présent dans l'église catholique, d'autant plus que, comme vous le savez, c'est une interdiction qui est historique et qui n'est pas du tout mystique ou métaphysique ou religieuse. C'est vraiment des interdictions par rapport à un moment, on va dire, de notre histoire. Donc ça n'a rien à voir avec la religion réellement. Le fait que ça ait perduré, pour moi, c'est une bêtise réellement. Mais mettre tout sur le compte de la frustration sexuelle des prêtres, je suis pas convaincue. Mais ça peut en faire partie, mais je ne suis pas convaincue du tout. Par contre, une femme musulmane ne peut pas porter le hijab parce que ça va contre la République. Ce qui est sûr, c'est que là, il va y avoir quelque chose à dire autour de ça, et je pense que la plupart des responsables politiques sont un petit peu embêtés avec ce principe-là. D'ailleurs, au-delà du fait qu'on est d'accord que moralement, les lois de la confession, il peut se faire une jolie plaie suppurante où il veut et se les carrer dedans. Est-ce que légalement, c'est pas complètement faux ce qu'il dit? Oui, c'est faux. Ah non, mais c'est faux. Et j'espère que c'est faux parce que c'est pas juste dans ces cas-là. J'espère vraiment que c'est faux et que dans les lois, il n'y a pas de secret professionnel. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait avant, même le secret médical peut être brisé s'il y a une notion de danger imminent. Donc je pense que clairement, un prêtre qui reçoit en confession un crime et qui ne dit rien, je pense qu'il y a une non-assistance à personne en danger. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui doit se faire. Si ce que tu veux dire c'est que c'est à cause du célibat, c'est pas à cause du célibat. Oui, on a réagi au même truc. Je pense que ça ne doit pas aider, de même que le dogme du le sexe c'est mal. Ah non, mais c'est certain, ça n'aide pas. Totalement. Alors on parle là pour le vaccin contre le Covid, totalement pour le premier vaccin, pas de règles, et pour le second, 5 jours de retard. Bah oui, ça a fait ça à pas mal de gens. Moi j'avais pas vu l'obligation de délation des profs aux parents pour les élèves trans. Bonjour by the way, salut The Cory. Oh, moi j'ai jamais autant aimé ma ménopause précoce, dis donc. C'est bien que tu en parles, je vais le dire à ma copine, elle s'était posé des questions il y a quelques mois. Bon bah voilà, on va en parler. Ah bah vous êtes plein, vous voyez, à témoigner là-dessus. Alors oui, ma pilule est censée me couper les règles pour mon endométriose, et à ma seconde dose, j'ai eu mes règles les pires de toute ma vie, et j'ai cru, sans exagérer et sans mentir, que j'allais mourir. Ça n'a duré que 2 jours, mais infernaux. Oui, c'est court, très souvent, c'est des symptômes brefs, mais qui peuvent vraiment, vraiment bouleverser une contraception, quoi. C'est ce que disait le mec qui a dirigé le rapport, ce n'est pas le célibat qui a une quelconque influence, ce sont les gens qui viennent à ce genre de poste exprès pour l'accès aux enfants. Bon, on a dit à peu près la même chose, les Elizards. Comme l'a dit quelqu'un sur Twitter, les prêtres qui regrettent les relations amoureuses ou sexuelles avec des adultes recherchent des relations amoureuses ou sexuelles avec des adultes. Pas avec des enfants, tout à fait. Il y avait 2 gynécologues au Canada en juin dernier qui avaient fait des recherches auprès de leurs patientes sur les vaccins, c'est ça, et les cycles menstruels. Alors je suis désolée, j'ai loupé beaucoup de trucs, je vais un peu passer vite. Je regarde un peu ce que vous dites. Salut, I feel fine. Ouais, les pédocriminels laïcs qui font en sorte d'avoir des boulots liés à l'enfance, c'est pas parce qu'ils peuvent pas se marier, clairement. Bah non. La pédophilie, et plus spécifiquement la pédocriminalité, n'a rien à voir avec la frustration sexuelle. Tout à fait. Si on justifie la frustration des prêtres, on justifie celle des incels. Aucune différence pour moi. Perso, ça fait des années que j'ai pas fait de sexe. Je n'agresse pas des enfants ni des adultes d'ailleurs pour autant. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Faudrait leur mettre une ceinture de chasteté et jeter la clé. Ce serait une possibilité, et enfin, du coup, si on a le temps, un petit article de Slate, Coffin, Rousseau, Diallo, des féministes face au discrédit misogyne permanent. On construit aux femmes engagées une image médiatique de folles furieuses, on déforme leurs propos, on les traîne dans la boue. Même les hommes les plus odieux ne sont pas traités comme ça. Bon, je voulais qu'on en... C'est Titiou Lecoq, du coup, qui fait des espèces de newsletters, en fait, hein, de cartes blanches sur Slate. Je vais voir un peu ce qu'il dit, je voulais qu'on regarde ça ensemble, mais globalement, c'était juste pour reparler de ce principe d'hystérie et d'hystérisation, voilà, où on dit, ah bah oui, mais aussi, elles sont hystériques, elles parlent trop fort, et qu'on balaye ça, comme à chaque fois, de ce bon vieux truc de « Oh, les hystériques, laissons-les dans leur coin, il faut vous soigner, mesdames ». Bon, du coup, j'avais dit qu'on allait déjà voir ça. Midi libre, pédocriminalité et secret de la confession, en pleine crise, les propos de l'Église de France font polémique, et à raison, hein, bien évidemment, parce que ce sont des propos qui sont choquants. Pour la NSM, ils savent que la remontée de ces symptômes-là se font toujours très difficilement, ce qui fait que la plupart du temps, quand il y a suspicion, c'est vrai, les dérégulations menstruelles sont trop rarement prises au sérieux par le corps médical. Oui, on va en reparler par rapport au vaccin, mais oui, c'est très rarement pris au sérieux, alors que ça peut avoir des conséquences très très réelles et très concrètes. Midi libre pour la revue de presse de midi, c'est thématique, n'est-ce pas?
Interrogé sur le silence des prêtres sur les faits de violences sexuelles, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a indiqué que le secret de la confession s'impose à nous, et en cela il est plus fort que les lois de la République. Au lendemain de la publication du rapport de la commission indépendante sur les abus dans l'Église, ces propos ont fait fortement réagir, bien évidemment, enfin qu'est-ce que... Voilà, c'était évident que ça allait pas passer comme une lettre à la poste ce genre de propos-là, mais parce qu'ils sont très très choquants. La grande opération de repentance a été lancée par l'Église de France ce mardi 5 octobre, et déjà l'institution doit éteindre une nouvelle polémique. Alors que la société française découvre avec effroi l'ampleur de la pédocriminalité dans l'institution religieuse, alors découvre avec effroi, enfin, tout le monde le sait, hein, encore une fois qu'il y a ce truc-là, c'est ce qu'on découvre avec effroi, c'est à quel point l'Église a réussi à dissimuler des choses, n'a quasiment rien fait. C'est ça qui est effrayant, et voilà, parce que vraiment le fait qu'il y ait des problèmes au sein de l'institution religieuse, tout le monde le sait depuis tellement longtemps. Récemment, dans mon entourage de gauchistes, il y a un gars qui a essayé de jouer la carte de l'hystérie parce que je pointais un truc pas cool qu'il venait de dire. Autant dire que je l'ai fumé sur place. C'est le gros avantage de l'hystérie, n'est-ce pas? On n'est pas raisonnable. Tout à fait, Barbara. C'est le seul avantage de l'hystérie, d'ailleurs, hein, là-dessus. Le prochain qui déboule avec les racines chrétiennes de l'Europe, il va avoir chaud aux oreilles. Ben oui, parce que c'est pas une question de telle ou telle religion, c'est une question de globalement les religions qui s'imposent à l'État, qu'est-ce qui en ressort finalement, qu'est-ce que ça fait, et à quel point c'est choquant, quelle que soit la religion. Donc alors que la société française découvre avec effroi l'ampleur de la pédocriminalité dans l'institution religieuse, le président de la conférence des évêques de France était invité sur le plateau de France Info ce mercredi 6 octobre. Le secret de la confession s'impose à nous, et en cela, il est plus fort que les lois de la République. Il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu. Et c'est ça le souci, c'est que on peut confesser ce qu'on veut à Dieu. Bien évidemment, tout le monde a le droit d'avoir un rapport, un lien très puissant avec Dieu. Le problème, encore une fois, c'est que là où il faut redescendre dans des trucs moins métaphysiques et moins mystiques et beaucoup plus concrets, c'est que globalement, la confession ou le fait de se confier globalement, même si on ne parle pas de confession catholique, le fait de se confier à quelqu'un d'autre, à un religieux, à une personnalité religieuse, un homme ou une femme religieux, ce n'est pas un dialogue direct avec Dieu. C'est-à-dire que il y a un être humain qui est entre l'être humain qui se confie à Dieu et Dieu, et dans l'absolu, cet être humain-là, du coup, lui est soumis aux mêmes lois que tout le monde, et n'a pas le droit de conserver un secret qui peut faire du mal à autant de personnes. Il n'a pas le droit de garder le secret d'un crime, et c'est normal, mine de rien. C'est-à-dire que certes, d'un point de vue mystique, eh bien, là, par exemple, le prêtre en confession est un genre d'intercesseur divin et du coup n'est pas tellement humain, sauf que dans la vie de tous les jours, et c'est une croyante qui vous dit ça, cette personne-là est un humain, et que, vu que c'est un humain, eh bien, dans l'absolu, il n'a pas le droit de conserver un crime, et il n'y a pas d'histoire de parole libre qui se fait devant Dieu. S'il y a une parole libre qui se fait devant Dieu, elle se fait entre toi et Dieu, et c'est tout. À partir du moment où un autre être humain est impliqué dans cette parole-là, cet être humain-là doit dénoncer le crime. Il n'y a pas de secret de la confession. Il me semble que le secret médical saute dans certains cas. Je ne vois pas pourquoi la confession ce serait pas pareil, mais complètement. Les gens allaient se confesser comme d'autres vont chez le psychologue. Mais oui, tout à fait. Il y avait un vrai avant, parce que maintenant je pense que la confession est quand même beaucoup moins courante, mais auparavant, oui, il y avait un truc où on venait décharger quelque part ses culpabilités, ses péchés, tout un tas de choses auprès d'un prêtre qui était censé les prendre sur lui avec plein de guillemets, et du coup absoudre la personne au nom d'une justice divine. Sauf que, encore une fois, on peut être très croyant, vraiment je suis, et ne pas comprendre le principe de la confession qui peut protéger des criminels. On ne peut pas protéger des criminels sous prétexte que là, sur le coup, on n'était plus tellement humain, on était un genre d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible pour énormément de crimes, et c'est une aberration, vraiment. Et diminuer la confiance accordée au corps médical tout entier. Ah oui, pardon. On parlait des effets secondaires, on en reparlera ensuite, du coup, les effets secondaires, voilà. Salut Josh.
Un psy est tenu normalement au secret, mais entre son patient qui dit je suis un vampire et celui qui dit je suis un vampire et je tue des gens pour boire leur sang, pour le second, le psy est légalement tenu de faire un signalement pour la protection d'autrui. Mon exemple est claqué au sol, mais bon, en gros c'est ça. Oui, non mais tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des confessions qui ne peuvent pas rester au stade de confession parce que, encore une fois, il n'y a pas d'être humain qui est au-dessus des lois humaines, parce que brusquement, il fait à moitié partie des lois divines ou je ne sais pas quoi. Il n'y a que des lois humaines pour les humains, c'est tout. Je pense que légalement, ne pas dénoncer un crime dont on a connaissance est une forme de complicité. Mais complètement, complètement, Violette. C'est une non-assistance à personne en danger, c'est une forme de complicité. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Interrogé sur le silence des prêtres sur les faits de violence sexuelle, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a indiqué que le secret de la confession s'impose à nous, et en cela il est plus fort que les lois de la République. Il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu. Au lendemain de la publication du rapport de la commission indépendante sur les abus dans l'Église, donc Ciaz, ces propos ont fait fortement réagir. Encore une fois, c'est normal. Salut Lunar. Alors je sais pas si ça va nous apprendre beaucoup de... Un espace de parole libre. Même pour ces sujets-là. Alors la confession doit rester secrète et le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre. Même pour ces sujets-là. Il faut que nous regardions de très près la recommandation de la recommandation de la CIAS qui est assez précise, assez subtile, assez nuancée. C'est-à-dire que la confession n'obéit pas aux lois françaises. C'est un endroit où ce qui se dit, normalement, il y a une obligation. Si je dis à ce micro, Monseigneur, j'ai été victime ou témoin de quelque chose, vous avez le devoir d'aller voir un policier ou un gendarme. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession, aujourd'hui, est plus fort que les lois de la République. Parce que la confession s'impose à nous et il s'imposera. Elle est plus forte que les lois de la République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyions, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu. J'ai eu l'occasion d'exposer ça l'année dernière à une commission sénatoriale qui a très bien compris de quoi il s'agissait. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'il va dire après. Maintenant, il faut que nous voyions, etc. Je suis curieuse de voir ce qu'il va dire après. Tu peux mettre le lien dans le chat, on se laisse la nuit, j'ai envie d'aller un peu emmerder ça sur Twitter. Le lien de quoi? De ça? De Midi Libre? Parce que si tu veux, je peux bien sûr. Mais... Tiens. Mais oui, je serais curieuse de savoir ce qu'il dit. Il faut que nous voyions. J'aimerais bien savoir ce qu'il va dire ensuite parce que là, il voit bien que ça ne peut pas. Tu ne peux pas dire du tout, à aucun moment, que l'Église fait des efforts et que va plus y avoir de crimes parce que, enfin, il va plus y avoir de crimes. Bien sûr, personne ne peut dire ça, mais qu'en tout cas, va y avoir une surveillance accrue. Ça sert à quoi qu'il y ait une surveillance accrue quelque part si ils ne peuvent pas dénoncer? S'il y a ce côté, oui, non, de toute façon, on n'a pas à dénoncer. Mais par contre, on surveillera mieux. Hein. Mais on n'a pas à dénoncer à qui que ce soit. Enfin... Ce qu'il dit après, c'est chaud parce que franchement, il fait limite reposer ça sur les enfants. Attendez, on va en lire plus. Tu as très bien vu la différence entre le moment de la confession et le moment de la confidence. Et la commission sénatoriale a très bien fait la différence entre ce qui est en jeu dans la confession et ce qui peut être en jeu dans toute relation professionnelle. Maintenant, il est certain que nous devons trouver les moyens. Si un enfant, il y a deux cas. Il y a le cas du pédophile qui viendrait se confesser. Comme c'est secret, on ne sait pas s'il y en a qui le font. Il est vraisemblable qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font de manière très euphémisée. Donc c'est difficile de... Et dans ce cas-là, on le laisse repartir tranquillement à la maison. C'est un vrai souci. Hitchcock en a fait tout un film qui s'appelle La loi du silence. Et donc là encore, il faut certainement que nous soyons plus précis, plus fermes sur le fait que les violences sexuelles ne sont pas un problème de chasteté, c'est un problème d'atteinte à la vie, c'est un problème de crime, de meurtre. Bon, ça là-dessus, on ne peut pas tellement lui donner tort. Effectivement, il y a un truc où c'est pas un problème de chasteté. Je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est un problème d'atteinte à la vie, c'est pas un problème de chasteté. C'est-à-dire que quelqu'un qui est chaste, encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans le chat, c'est ce que vous disiez aussi, mais c'est ce que plein d'autres gens ont dit aussi. Un prêtre à qui il manque les relations amoureuses et sexuelles avec des femmes ou avec des hommes, en tout cas avec des adultes, va aller chercher des relations sexuelles et amoureuses avec des adultes. Voilà, il faut arrêter de mettre tout sous le compte de la chasteté qui est obligatoire, de ce truc qui effectivement, encore une fois,
me semble idiot, mais qui, à côté de ça, ne pousse pas à devenir un pédocriminel, vraiment. Ça ne devrait jamais, à aucun moment, pousser à devenir pédocriminel. Parce que, comme on le disait plus haut, je ne sais plus lequel d'entre vous le disait, mais très justement, dans ce cas-là, si on dit que c'est ok, que la frustration peut expliquer et peut excuser dans ces cas-là, alors on valide la frustration aussi dans des cas de viol, dans la violence dont peuvent faire preuve les incels, etc. Dans ce cas-là, la frustration peut tout, ma foi, peut tout excuser et peut tout expliquer. Donc, perso, quand il dit ça, j'entends que le problème n'est pas que le prêtre qui a commis ce crime n'est plus chaste. Genre dans le cadre de la confession. Que le problème n'est pas que le prêtre qui a commis ce crime n'est plus chaste. Je sais pas. Je pense qu'il y a... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que là, il pose un truc aussi, pour défendre l'institution religieuse, en disant non, on a des lois, elles sont très bien, voilà, c'est des personnes... En fait, en gros, il dit c'est les personnes qui sont perverties, c'est pas les lois qui sont mauvaises. Moi je trouve quand même que cette loi religieuse est mauvaise, le fait de ne pas autoriser le mariage, mais effectivement dans tous les cas c'est certain que ce n'est pas parce qu'on est frustré qu'on va aller agresser des enfants, c'est parce qu'on est un pédocriminel qu'on va aller agresser des enfants. Mais je serais curieuse de savoir le second. Alors je suppose que voilà, le premier cas c'est quand le pédocriminel vient directement se confesser à eux, et dans ce cas-là il dit oui, c'est vrai, ça pose problème le fait qu'on le laisse repartir. Il dit quand même que tout est dit avec énormément d'euphémisme. Je veux bien croire, encore une fois, qu'il y ait assez peu de ces personnes-là qui l'avouent de but en blanc à quelqu'un. Mais même en admettant qu'il y ait de l'euphémisme, tu peux quand même, je pense, comprendre... Enfin, voilà, je veux dire, il y a quand même des choses que tu peux entrevoir, sur lesquelles tu te dis il va falloir creuser là-dessus pour voir si mes soupçons sont confirmés ou pas. Mais dans tous les cas, même s'ils le disent avec des euphémismes et voilà, on ne peut pas le laisser repartir ensuite. Je trouve ça fou qu'ils disent bah oui, on le laisse repartir. Bah oui, c'est vrai, c'est un problème, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réflexion à avoir. Encore une fois, c'est des réflexions qui pourraient se faire dans un milieu dans lequel il y a très 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 peu de ces crimes-là qui se font. Il n'y a pas eu un truc énorme autour de ça, il n'y a pas eu autant de victimes, voilà, on pourrait se dire oui, c'est que quelques-uns, etc. Mais on le sait que l'Église, pour le coup, est un lieu privilégié pour ce genre de criminels-là. C'est que, quelque part, il y a une façon d'opérer des institutions religieuses qui les favorise, ou en tout cas qui les protège assez pour qu'ils se sentent en confiance pour faire ce genre de métier-là et rester à ce genre de métier-là et se dire qu'ils ne seront pas inquiétés. Et le fait est que beaucoup d'entre eux ne sont pas inquiétés. Donc à partir de là, je ne sais pas comment est-ce qu'on ne peut pas se remettre en question en tant qu'institution religieuse en se disant il y a un souci dans la façon dont on fait les choses, il y a un souci dans la façon dont on considère peut-être le secret, puisque y a eu autant de cas au même endroit. Enfin, je trouve ça fou, en fait, qu'il n'y ait pas de remise en question. J'ai pas de relation physique depuis 5 ans approximativement, même plus, pourtant je sens pas de pulsion vers les enfants, faut arrêter, quand tu deviens prêtre, catho ou sœur, tu sais que tu auras pas de relation sexuelle, sinon tu peux être pasteur aux USA, eux peuvent se marier. Oui, pasteur aux USA ou autre chose, d'ailleurs tu peux être aussi pasteur ici, en France, et tu auras le droit de te marier aussi, pasteur enfin tu peux mettre femme mais être pasteur ici, là-dessus les protestants sont beaucoup plus évolués au niveau de la règle qu'ils ont de base. Moi je trouve que c'est normal que des femmes puissent être on va dire intervenantes à ce point-là, mener des messes, et je trouve que c'est normal qu'ils et elles puissent se marier, mais encore une fois comme tu le dis, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un pédocriminel. Avant la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, les prêtres étaient payés par l'État qui leur versait un salaire. Depuis cette date, ils font appel aux dons des fidèles pour se verser un salaire. S'ils étaient salariés de l'État, ils sont désormais salariés d'associations créées par l'Église. Oui, ils ne sont pas salariés de l'État. Normalement, ce sont les fidèles qui les payent. Salut Kéférant. Oui,
Oui, j'ai dit aux USA parce que c'est un peu une idée préconçue. Oui, complètement. Oui, parce qu'on a ces images de pasteurs avec leur très grande famille et énormément de sous en règle générale aux USA. Mais ça existe aussi en France. Hein, c'est vraiment... Bon, donc qu'ils nous disent le deuxième cas. Du coup. Et ça, symboliquement au moins. Et c'est très important. Il est très important de le voir. Donc il faut que les confesseurs soient bien conscients de cela. Et puis d'autre part, il peut y avoir le cas d'un enfant qui dit quelque chose, qui laisse entendre, qui fait comprendre qu'il est lui-même victime. Donc il faut que nous trouvions le moyen de permettre à cet enfant de parler autrement. Mais beaucoup d'enfants ne parlent en confession que parce que c'est la confession, que parce qu'ils savent que c'est secret. S'ils découvrent que nous utilisons ce qu'ils nous disent pour aller faire du mal à leurs parents, dans la psychologie des enfants, c'est... Pour aller faire du mal à leurs parents, non. Mais enfin, à aucun moment. Je veux dire, déjà, le principe de ils nous disent des trucs pour aller faire du mal à leurs parents ou je sais pas quoi. Là, on n'est pas sur de la pédocriminalité dans l'église. Hein. Là, on est sur de la pédocriminalité au sein d'une famille, par exemple, et c'est autre chose. Hein, voilà. Là, le fait est qu'il se confie à quelqu'un qui est normalement du même bord, de la même profession, en tout cas, que la personne qui les a agressés. Ça va au-delà de ça. Je veux dire, la confession, ça va au-delà de ça. Et le fait qu'ils aient la confiance pour le dire en confession, il faut pas croire que c'est un truc que de l'église. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose qui se passe avec un docteur, ou avec un psy, ou avec une infirmière scolaire. Bien évidemment qu'il y a un effet de confiance ça doit rester secret, ici ça pourra rester secret. Mais le fait est qu'avec ces professions médicales, le secret peut être brisé et va être brisé à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est un truc où je trouve que c'est une façon de se dédouaner qui est très très simple finalement. Hein. Ce truc de se dire non mais enfin je fais c'est parce que il me fait confiance donc du coup je ne vais pas briser cette confiance. Sauf que non. Enfin non. Il y a énormément, encore une fois, de métiers qui reposent sur cette confiance qui doit être à un moment ou à un autre brisé avec plein de guillemets, mais c'est pas pour moi c'est pas la confiance qui est brisée, c'est le secret qui doit être justement pris en charge quoi. Vraiment, c'est très limite, très limite. Heureusement qu'on a un ministre de l'Intérieur qui lutte avec force contre le communautarisme et qui va pouvoir intervenir suite à ces propos, pas vrai Darmanin? Leurs parents leur font du mal à la base s'ils en parlent. Là, il parle pas de ça, il dit que du coup quelque part, leurs propos vont faire du mal à leurs parents. Que après, si eux, les prêtres qui ont eu la confession, en parlent, ça va faire du mal à leurs parents. Donc c'est une position qui est dégueulasse dans ces cas-là. Hein. C'est merveilleux quand même, on peut trahir la confiance des enfants, les agressants, mais pas en parlant, logique. C'est ça. Donc en gros, il tente de rejeter la responsabilité de l'action sur la victime classique. En tout cas, il dit clairement que la confession, c'est pas un endroit où confesser ça et ouais. Mais sauf que c'est un moment de confiance. Encore une fois, on parle dans le même cadre, dans le même rapport à la confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un qui fait partie du corps médical, par exemple, et où, enfant, on se dit, la personne va garder le secret, j'ai confiance en elle, je peux lui dire un secret. Bien sûr que cette confiance-là va être mise en avant. Bien sûr que c'est un espace privilégié de parole, dans lequel tout ne peut pas être répété dedans, bien évidemment, mais sur le fond du crime, ça par contre, ça ne change pas. On n'est pas obligé de répéter tout ce qui a été dit à ce moment-là, mais par contre, on est obligé de signaler le crime, ne serait-ce que pour qu'il ne se reproduise pas. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça ne brise pas la conscience, ça brise l'omerta, ça brise le secret, mais ça ne brise pas la confiance. Bonjour Boviduchesse. Boviduchesse, c'est mignon. Peut-être, mais dans ce cas, ça ne rentre pas dans le cadre de la pédocriminalité dans l'église. Oui, c'est ça. Surtout que c'est la même confiance qui fait que des prêtres peuvent agresser des enfants. Là, c'est pas un problème de la briser. Non, mais complètement. La confiance, de toute façon, en les prêtres, globalement, elle a été brisée par l'acte criminel dont ils ont été la victime. C'est pas le fait de briser la confession, le secret de la confession qui va supprimer leur confiance en l'église. C'est complètement idiot de dire ça. Enfin voilà, la confiance en l'église et le personnel religieux, si ce n'est la religion, elle a été brisée bien avant. Désolée de me répéter, mais dans le cadre du clergé, pour moi, tous ceux dont on peut démontrer qu'ils étaient au courant d'un crime sexuel devraient être jugés pour complicité, pour non-assistance à personne en danger, sans récidive en moyenne quand même. Non mais c'est sûr,
c'est sûr. J'avais une formation lors de mon BAFA sur les violences envers les enfants où on nous expliquait qu'on était obligé de les dénoncer et qu'il fallait expliquer à l'enfant qu'on ne pouvait pas garder leur secret. Mais oui, complètement. Moi, quand j'ai été pionne aussi dans un lycée, c'était les premiers trucs qu'on nous disait, que l'infirmière nous disait, etc., qui nous disait qu'en gros, il y avait des choses qu'on avait le droit de garder pour nous, des trucs où, effectivement, moi j'étais surveillante en internat en plus, donc bien évidemment, t'es la deuxième maman de plein de gamines, donc du coup tu as des confessions, tu as des secrets, tu entends des choses voilà, que d'autres n'entendent pas, que leurs parents n'entendent pas, que le personnel autour n'entend pas. Bien sûr, tu es une personne, si tu arrives à être une personne de confiance, tu es une personne privilégiée pour ces confessions-là. Toutefois, s'il y a un crime qui est avéré, qui est avoué, voilà, qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu que la personne a été victime de quelque chose ou de quelqu'un, etc. Là, bien évidemment, il n'y a plus de secret de quoi que ce soit qui tient. Bien évidemment qu'on était très encouragés à le dire, et c'est plus que très encouragés, c'est qu'on nous disait qu'on devait le dire et qu'on ne devait pas le garder pour nous. Et je trouve ça normal, encore une fois. Je suis d'accord, mais c'était plutôt l'argument de ne pas devoir dénoncer que je critiquais. Oui, non, mais le fait que les enfants aient peur de dénoncer, ça, bien évidemment. Bien sûr qu'ils ont peur de dénoncer. Il y a tout un système qui fait qu'ils ont peur autour. Ils se disent qu'ils vont contrarier leur famille, ils se disent qu'ils vont décevoir tout le monde, ils se disent qu'ils ont eux aussi, surtout dans un milieu religieux comme ça, ils se disent qu'ils ont péché eux aussi. Enfin voilà, c'est très violent. Et les criminels qui font partie de ces... qui font partie de ces pédocriminels de l'Église le savent très bien. Ils le savent qu'ils sont dans un endroit dans lequel la parole est encore plus compliquée parce que il y a ce secret qui protège et en plus de ça, il y a cette pression que peuvent ressentir les croyants et surtout les très jeunes croyants à l'idée que c'est péché et que si c'est péché, du coup j'ai péché aussi et quelque part c'est peut-être un peu de ma faute et comment est-ce que tout le monde va le prendre, etc. Bien évidemment que c'est d'une violence folle et ils le savent très bien qu'ils sont dans un endroit dans lequel ils sont relativement protégés justement. Et vu que eux le savent très bien, je refuse de croire que ce mec-là ne le sait pas. Enfin, voilà, tout le monde le sait. Tout le monde. De toute façon, la protection de l'enfant devrait passer au-dessus de toutes les lois. L'enfant est innocent, l'enfant est vulnérable, on se doit de les protéger. C'est un problème. Donc, parce que les enfants ne veulent pas souvent que l'on touche à leurs parents. Donc, il faut que c'est déjà un premier pas pour eux de pouvoir parler en confession. Et il faut que nous apprenions, il faut nous former, que nous formions pour apprendre à partir de cette parole pour rendre possible une autre parole. Ça me paraît beaucoup plus important et ça sera porteur de meilleurs fruits. Oui, ce qu'il dit là, en gros, c'est de dire que... Non, je vais pas... Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que... Non, taisez-vous. Le Pen et Zemmour, stop. Ce qui est compréhensible là, en gros, c'est ce côté du... mais ils peuvent commencer à parler ici... Et nous, on peut les pousser à parler dans un cadre dans lequel on n'est pas à garder le secret de la confession. Mais sauf que, encore une fois, et puis, bon, ils se dédouanent complètement en disant, en mettant la culpabilité de la pédocriminalité sur les parents, c'est une situation qui existe bien évidemment, mais là, c'est pas de celle-là dont on parle, hein, c'est la pédocriminalité au sein de l'Église globalement et des prêtres. Donc, bon... Je comprends ce qu'il veut dire par le côté il faut nous former pour encourager l'enfant à parler dans un autre endroit que celui de la confession. Mais sauf que, justement, à un moment ou à un autre, ce secret-là de la confession ne peut pas être gardé si l'enfant ne veut pas parler ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est leur boulot aussi, mine de rien, de pouvoir assez bien lire dans leurs fidèles pour savoir que l'enfant ne parlera pas ailleurs. Et dans ce cas-là, eh bien, la responsabilité de l'adulte, c'est de protéger l'enfant, et voilà, en dépit de toutes les institutions religieuses autour, quoi. Et si le prêtre à qui il se confesse est aussi un pédophile, ça aussi, ah ben oui, non mais en plus, non mais c'est pour ça que c'est pas... Là on parle de la confession parce que c'est le propos qui a choqué, le principe de dire les lois du silence de la confession, en gros, sont plus fortes que les lois de la République. Mais
le fait est que déjà, ce n'est pas un milieu safe du tout. Ce n'est pas un milieu qui est sécurisé à ce niveau-là. Je ne dis pas, encore une fois, que tout le personnel religieux, que tous les religieux de partout sont des pédophiles ou ont des penchants pédophiles, mais c'est certain que, encore une fois, en tout cas pour l'Église, puisque c'est là-dessus qu'on parle là tout de suite, il est certain qu'il y en a, encore une fois, il est certain qu'il y en a beaucoup, c'est une situation qui se retrouve souvent. Donc, il faut prévoir des espaces de parole. Il faut prévoir des espaces de parole et qui aillent au-delà de la confession, encore une fois. Oui, hein, Kitty, sujet léger. Donc, notamment du côté de Twitter, où le cofondateur du Printemps républicain, Gilles Clavreul, les a qualifiés d'inacceptables et d'une particulière gravité. Où sont passés ceux qui crient au séparatisme dès qu'un musulman parle et ne disent rien quand un évêque appelle les prêtres à ignorer la loi de la République sous un prétexte religieux, a surenchéri la députée La France Insoumise Manon Aubry. Mais que dit exactement la loi ? L'article 434.3 du Code pénal précise que le fait pour quiconque ayant connaissance d'agression ou atteinte sexuelle infligée à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et c'est pour ça qu'il devrait être jugé en fait. Voilà, sur cette base-là, de cet article-là. Lorsque le défaut d'information concerne une infraction commise sur un mineur de 15 ans, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement. De moins de 15 ans, je pense. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et encore une fois, c'est normal, ce serait normal. Une fois, j'ai même entendu l'argument, mais déjà qu'on est en pénurie de prêtres, si en plus on devait les envoyer en tôle pour pédophilie, on n'en aurait plus du tout. Dégueulasserie sur 20. Mais c'est affreux de dire ça. C'est affreux. Encore une fois, c'est se dire on va prendre le tout venant, au lieu de se dire peut-être que l'Église a besoin d'une réforme. Enfin, vraiment, je trouve ça... Si vraiment l'argument c'était ça, alors dans ce cas-là, autorisez le mariage pour les prêtres, faites en sorte qu'il y ait plus de monde qui veuille devenir prêtre. Il y a énormément de cathos qui sont prêts à devenir prêtres. Il y a énormément de catholiques femmes aussi qui seraient prêtes à devenir prêtres si on les y autorisait. Encore une fois, c'est un argument qui ne tient pas dans le côté on préfère prendre des criminels que rien. Enfin... Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? On préfère prendre des criminels que des femmes ou des personnes mariées. Enfin, vraiment, est-ce que c'est vraiment encore dans cette mentalité, dans la foi dans laquelle on est censé être, c'est qu'on préfère prendre des criminels au cas où, plutôt que des femmes ou des personnes mariées. Je trouve ça fou, en fait. Je préfère avoir des pédophiles en prêtre plutôt que des femmes au secours. Mais non, mais c'est ça. Enfin, pénurie, je connais 2 personnes qui sont rentrées au séminaire dans mon entourage. Hein. Oui, mais moi aussi, en plus. Bon, alors après, le seul séminariste que je connaissais de près, il est parti du séminaire. Mais le fait est que, voilà, c'est compliqué d'être prêtre. Ça devient compliqué d'en trouver, je veux bien le croire. Donc, peut-être que c'est l'Église qu'il faut réformer au lieu de prendre, encore une fois, des criminels par peur de la pénurie, quoi. Enfin, c'est terrible, c'est affreux. Je le prends personnellement là qu'on préfère des criminels à mon genre, mais oui. Que dit la loi ? Pour l'Église, les informations recueillies en confession portent en quelque sorte le sceau du secret professionnel. Il faut certainement que nous soyons plus précis, plus fermes, sur le fait que les violences sexuelles ne sont pas un problème de chasteté, mais un problème d'atteinte à la vie, de crime, de meurtre, symboliquement au moins. Il est très important de le voir, donc il faut que les confesseurs soient bien conscients de cela. Mais beaucoup d'enfants ne parlent en confession que parce qu'ils savent que c'est secret, a précisé sur France Info Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Dans la religion catholique, le secret de la confession est absolu et inviolable selon le droit canonique, et tout prêtre qui le briserait pourrait être passible de la sanction ultime, l'excommunication pour violation directe du sceau sacramental. Une position considérée comme intenable par le gardois Nicolas Cadenne, ex-rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui a cependant précisé à l'AFP que la loi limite le secret professionnel aux confidences d'un auteur de délit, mais n'empêche en rien l'obligation de signaler et d'assister une personne en danger. Donc là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'il dit que s'il y a un criminel qui vient confesser, eh bien, eux, ils ne le diront pas, mais par contre, on peut signaler qu'il y a une personne en danger et assister la personne en danger. C'est un début, on va dire, c'est un début, mais c'est un début qui est faible, quoi, qui est pauvre par rapport à
à ce qu'on attend de professions qui sont là normalement pour protéger. Enfin, après qui sont là normalement pour protéger. Mais si, pour beaucoup de croyants, le personnel religieux, c'est des personnes qui vont guider, qui vont protéger, qui sont de confiance, encore une fois. Il y a des criminels dans vos rangs, et tout ce qu'on trouve à dire, c'est oui, on aidera les victimes si on en trouve une, par contre, on va pas virer les criminels du rang. C'est terrible, c'est affreux. C'est affreux. Et franchement, moi je suis espagnole et sincèrement en France, vous pouvez en parler. Dites-vous qu'en Espagne, même pas on peut en parler parce que l'église est toute puissante et franchement ne vous frottez pas à elle. Bonjour l'Opus Dei. Je connais pas du tout la situation espagnole autour de l'église, je vois que le cliché un peu de l'Espagne très religieuse, mais je veux bien te croire sur parole. Parce que quand il s'attaque pas aux enfants, il s'attaque aux femmes qui ont fait des vœux de chasteté, ces résidus de basse fosse, oui. À voir l'excellent reportage qui a été fait autour des religieuses justement et des religieuses qui ont été victimes d'agressions et d'abus sexuels. C'est très dur comme reportage, faites attention à vous, mais c'est très intéressant. Je sais qu'à un moment il était trouvable sur les podcasts de Radio France, je sais pas s'il l'est toujours. Donc vraiment protégez-vous parce que c'est rude comme témoignage, mais n'hésitez pas à aller voir ça. C'est pas la chasteté le problème, c'est sa vision par l'église, oui. Avec un peu de chance, la problématique s'exportera, je l'espère. C'est un début, ça reste un délit de protection de criminels. Non mais complètement, on est bien d'accord. Alors je ne sais pas si ça va nous apprendre grand-chose de plus. Au lendemain de la remise du rapport de la CIAS, l'horizon déjà s'obscurcit sur les intentions de l'épiscopat français à faire droit aux préconisations de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé et aux demandes des victimes. Intervenant sur France Info, Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, a braqué d'emblée, y compris dans les rangs catholiques, sur des sujets polémiques tels que les réparations et indemnisations à verser aux victimes. 216 000 personnes ont été abusées par des prêtres et des religieux catholiques selon les chiffres révélés. L'ensemble des fidèles doit se sentir concerné, a déclaré mercredi Moulin-Beaufort. Nous devons d'abord aux victimes de reconnaître qu'elles sont victimes, que la faute n'est pas de leur côté mais du nôtre. Depuis 2018, nous avons décidé entre évêques qu'il y aurait une dimension financière, a ajouté le prélat à la tête de l'archevêché de Reims. Cet appel aux fidèles à contribuer aux réparations à l'égard des victimes s'oppose directement aux préconisations du rapport de la CIAS. Ah, mais c'est dans ce sens-là. Ah oui, donc... Dans l'une de ses recommandations, celle numérotée 33, la commission exhorte à écarter les pistes d'un appel aux dons des fidèles et de socialisation du financement. Dans ses dernières déclarations, Moulin-Beaufort passe de fait outre. Bah oui, bien évidemment que ce n'est pas à l'ensemble des fidèles de payer pour les criminels que l'Église héberge. Enfin, vraiment. Mais vraiment. J'avais fait une journée collège catholique en 95 où plein de représentants catholiques des collèges étaient réunis. On parlait déjà de réforme à cette époque, les femmes prêtres et la pédophilie, même si les organisateurs calmaient les discussions là-dessus. Bah oui, parce que personne n'a trop envie d'en parler. Mais encore une fois, si on pose le truc de façon claire, c'est vous préférez prendre des criminels que des femmes ou des personnes mariées, c'est très grave. C'est très grave. Franchement, en Espagne, je sais pas, parce que les Espagnols sont ultra croyants et c'est culturel. Il y a soi-disant une séparation de l'État et la religion, mais dis-toi que l'Église a le droit de parole sur des sujets sociétals, genre l'avortement, et ainsi elle a énormément d'influence sur les gens qui du coup écoutent énormément l'Église. Ah ben tiens, un sujet très sociétal, les cours de caté en Espagne, il y a eu un moment où ils voulaient l'enlever et l'Église a dit que c'était scandaleux, etc. Ah ouais, la vache. Mais surtout, c'est horrible pour la victime d'être exposée comme ça devant toute sa communauté, non ? Mais même si c'est pas pour une victime en particulier, si on dit pas, eh ben écoutez, on va aider la petite Laetitia ou le petit Jérémy, donc donner des sous, au-delà de ça, même le fait, je trouve ça honteux que la communauté globale, les fidèles, viennent donner de l'argent pour aider à couvrir les frais engendrés par la violence d'un prêtre pédophile. Enfin, je trouve que c'est terrible, c'est affreux. Encore une fois, c'est pas dans le bon sens là qu'on demande la contribution des fidèles. Ce qu'on demanderait aux fidèles, c'est de militer, de faire pression pour qu'il y ait une évolution au sein de l'Église. On se rend compte, encore une fois, qu'il faut une évolution au sein de l'Église. Et ce n'est pas normal que encore une fois, ça fait partie, de toute façon, des dogmes chrétiens, le fait d'aider son prochain, de faire attention aux autres, etc. Donc ça, il n'y a aucun souci, bien évidemment, si ça vient de son propre chef, quelque part. Mais le fait de faire un appel aux dons, c'est autre chose, vraiment, c'est autre chose. Et c'est moi, je trouve que, enfin, c'est honteux, quoi, c'est honteux. Merveilleux, aidez-nous à cacher le problème sous le tapis en payant les victimes pour qu'elles fassent pas trop de vagues. Mais il y a ça en plus, il y a ce côté-là, ouais. Vraiment, c'est dégueulasse, je trouve.
Du côté des fidèles, cette proposition de l'épiscopat, émise dès mars lors de sa dernière assemblée plénière à Lourdes, provoque d'intenses débats. Certains la refusent catégoriquement, d'autres la sortissent de conditions très explicites depuis la remise du rapport de la CIAZ. La proposition d'appel aux dons des fidèles est insupportable sans un geste fort d'une hiérarchie qui a failli dans la gestion de cette crise, explique à Libération Boris Grébillon, catholique parisien, lui-même ancien séminariste. Les fidèles demandent des comptes eux aussi. Pour ma part, je veux bien payer au nom de l'Église, mais à une seule condition, que ceux qui nous ont menés à cette faillite démissionnent. Et ça, je suis d'accord avec ça aussi. Voilà, c'est-à-dire que on peut pas, enfin, les fidèles ne peuvent pas être là pour gérer, en gros, du personnel criminel, encore une fois. Et en plus de ça, étant donné que ce sont les contributions des fidèles qui payent les séminaristes pendant leurs études au séminaire, puis les prêtres, quelque part, pourquoi est-ce que les fidèles n'ont pas plus leur mot à dire sur les personnes une fois qu'elles sont là ? Quelque part, elles sont payées avec leur argent aussi. Ce n'est pas à eux de compenser pour ce manque, cette faille énorme, encore une fois, de sécurité et de détection de personnes profondément malades au sein de l'Église. Enfin, vraiment. Puis les enfants victimes, donc, qui font partie des victimes, elles font quoi ? Elles payent aussi ? C'est hyper violent de demander ça. Mais oui, bien sûr. Qui est, encore une fois, des organisations religieuses qui s'occupent de ces victimes-là, bien évidemment que c'est une possibilité, que ça peut se faire, et que les fidèles, et même les anciennes victimes, puissent contribuer tous financièrement à de l'entraide au sein de ces organisations-là, de ces cercles-là qui pourraient être créés, de ces associations-là. Mais le fait que ça soit quelque chose d'institutionnalisé au sein de la religion, je trouve ça dégueulasse aussi. Après, j'ai une expérience personnelle, je suis née au Maroc de parents espagnols et ils m'ont mis au caté et scout et le prêtre était un catholique et j'avais entendu qu'il touchait les petites filles. Une fois, il a voulu me punir parce que j'avais jeté mon coca sur un petit camarade et je l'ai mordu. Il a appelé ma mère, il lui a dit que j'étais schizo quoi. Il est psychiatre, attention. Bon, il a effectivement touché des petites filles, qu'a fait l'église, ils l'ont déplacé. Mais comme très souvent, c'est-à-dire que ces criminels-là sont très souvent déplacés. Mais voilà, donc ils vont faire du mal ailleurs, loin des yeux de ceux à qui on a rapporté les premiers crimes, et du coup, ils se disent, c'est bon, il fait plus rien. Enfin, ils se disent, je suis même pas sûre qu'ils se disent ça. Ils se disent juste que c'est le problème de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est terrible. Oui, il devrait y avoir des méthodes démocratiques de destitution des prêtres initiées par des fidèles de leur église. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Cette colère est partagée par Estelle Roure, une jeune catholique qui vit actuellement dans un pays du Golfe et qui a suivi en direct sur Internet la remise du rapport de la CIAZ. « J'adhère à l'Église lorsqu'il s'agit d'aider les victimes, dit-elle. Je serai disponible quand il s'agira de faire des réformes institutionnelles de fond. Mais je ne suis pas dans l'Église pour que des évêques et des papes, des prêtres et des religieux puissent cacher leurs actions criminelles derrière moi et s'en sortent avec une pseudo-contrition. Je suis tellement d'accord avec elle, vraiment. » En mars, les évêques catholiques ont décidé le versement d'une contribution financière financée par un fonds de dotation doté de 5 millions d'euros, abondé par les dons des évêques, des prêtres et des fidèles. Ce dernier, selon le staff de la CEF, a déjà vu le jour. À venir, pour compléter ce dispositif, une instance nationale indépendante devrait être mise en place afin de recevoir les dossiers de demande de réparation. Cette indemnisation, un mot que ne veut pas employer la CEF, car il signifierait une reconnaissance... Donc, la CEF, c'est Église française, Confédération de l'Église de France ? Je ne sais plus. Car il signifierait une reconnaissance d'une responsabilité collective, serait-elle individualisée ou forfaitaire ? Le flou demeure. Dans son rapport, Jean-Marc Sauvé a appelé l'institution à apporter une réparation financière à toutes les victimes en fonction des préjudices subis. C'est la position commune exprimée dans un communiqué hier par les associations et collectifs de victimes. En fait, dans cette affaire, la stratégie de l'épiscopat a été de prendre de vitesse la CIAZ en mettant en place son dispositif, arrêté à sa dernière assemblée plénière, avant même la remise du rapport de la commission. Pour l'heure, la colère monte, elle aussi, dans les rangs des victimes. Ce matin, j'ai entendu Moulin-Beaufort à la radio et cela m'a atterré, déclare à Libération Olivier Savignac, fondateur de l'association Parler et Revivre, l'un des pionniers de la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église catholique. Je pense que les évêques ne font rien bouger du tout. Oui, je pense aussi. Je pense vraiment qu'il y a un effet de... On parle beaucoup, on essaie de faire semblant au maximum que quelque chose est en train de bouger, mais rien ne bouge. Et on fait en sorte que rien ne bouge et que tout soit systématiquement pris en charge par les fidèles, finalement. C'est juste que c'est l'institution religieuse, les autorités religieuses qui décident de confier ça à leurs fidèles et de dire écoutez, faites des associations, occupez-vous des victimes, payez pour les victimes, etc. Et payez aussi pour les criminels que vous payez avec vos sous, avec le denier de l'église, voilà.
c'est affreux, c'est terrible. C'est terrible et je comprends tellement cette colère-là des fidèles, quoi. Et finalement, heureusement que je ne me laissais pas faire et j'étais schizo comme il l'a dit parce qu'il n'a pas eu l'occasion de me toucher. J'ai une amie par contre qui a subi cela. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se savait. Et à un moment, c'est quand ça a pris une telle ampleur qu'ils ont dû le déplacer. Mais c'est fou, les choses qui se savent là-dessus. Bonjour LSN. C'est dingue. Et ben, en plus, ils refusent de reconnaître leur responsabilité collective. Bah oui, bien évidemment. Oui, il y a un côté religion washing. Oh, non mais c'est ça. Pédocriminalité dans l'Église, comment le chiffre de 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950 a-t-il été évalué ? Cette estimation du rapport de la commission Sauvé repose sur une vaste enquête menée par l'INSERM qui offre un panorama inédit sur les milieux de socialisation les plus touchés par les actes de pédocriminalité. C'est un chiffre glaçant. En France, 216 000 personnes ont été victimes d'agressions et de violences sexuelles commises par des clercs ou des religieux catholiques alors qu'elles étaient mineures entre 1950 et 2020. Leur nombre grimpe même à 330 000 si l'on ajoute des agresseurs laïcs, toujours sur la même période. 330 000, vous vous rendez compte, dans un cadre religieux, 330 000, c'est énorme. C'est énorme. Oui, le titre comme ça peut sonner comme une remise en question. Je crois que c'est vraiment juste une question qui est posée premier degré, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont qu'à vendre tous les trucs en or qu'ils ont au Vatican, là il y a largement de quoi indemniser les victimes. Ah, ça oui, c'est sûr. Pour établir ce bilan, dévoilé publiquement mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, KIAS, s'est appuyée sur une vaste enquête menée par l'INSERM. Celle-ci a été conduite entre novembre 2020 et janvier 2021 sous la direction de la sociologue Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'INSERM et à l'École des hautes études en sciences sociales. Au total, 243 601 personnes ont été sollicitées pour participer à l'enquête, à partir de quotas réalisés par l'Institut de sondage IFOP. Les auteurs sont parvenus à recueillir 28 010 questionnaires remplis et exploitables. Ces réponses ont ainsi permis, pour la première fois, de comparer la prévalence des violences sexuelles selon les sphères de socialisation. Afin d'identifier les victimes de personnalités en lien avec l'Église, des questions ont notamment été posées sur le nombre d'agresseurs membres du clergé ainsi que sur leurs fonctions. C'est fou. Je veux dire, c'est fou le nombre de personnes, et c'est que celles qui ont parlé et qui ont dit les choses. Combien de personnes sont mortes avant, combien de personnes ont encore ce truc de taire ce qui s'est passé, enfin voilà, c'est fou. L'Église plus touchée que les autres milieux. Résultat, 1,2% des personnes ayant pratiqué des activités liées à l'Église catholique dans l'enfance, scoutisme, mouvement de jeunesse, catéchisme, aumônerie, internat, déclarent y avoir été abusées par une personne avant leurs 18 ans. 1,2% des personnes. C'est tant, vraiment. Au moins, vu le nombre de victimes, on ne pourra pas accepter des mensonges pour se rendre intéressant. C'est vrai, LSN. Ce taux est de 0,8% en excluant les laïcs, avec simplement les membres du clergé, prêtres religieux, diacres. L'Église catholique est, après les cercles familiaux ou amicaux, le milieu où la prévalence des agressions est significativement la plus élevée, a résumé Jean-Marc Sauvé lors de la présentation du rapport. C'est bien davantage que dans les colonies de vacances, les écoles publiques ou les clubs de sport, par exemple. Donc ouais, vous voyez, pourcentage de personnes déclarant des violences sexuelles subies avant 18 ans par auteur ou milieu de socialisation. Donc là, on a les membres de la famille, inconnus, amis de la famille, et là, nous avons l'Église, personnes en lien avec l'Église. Les colonies de vacances, écoles publiques, clubs de sport, activités culturelles et artistiques. C'est quand même très parlant, c'est quand même très marquant. J'imagine le mental des personnes qui ont dû récolter ces milliers de témoignages. Ouais, ça a dû être hyper violent. Hyper violent. Les auteurs ont ensuite appliqué ces pourcentages dans la population nationale. À titre d'exemple, pour les hommes, le taux de personnes déclarant des violences commises par un membre du clergé atteint 0,69%. Le nombre d'hommes majeurs étant d'environ 24,5 millions au 1er janvier 2021, ça donne une estimation de 170 000 hommes confrontés à de telles violences quand ils étaient mineurs, ou encore 216 000 en cumulant les deux sexes, et même 330 000 personnes en ajoutant les faits commis par les laïcs dans le cadre de ces activités liées à l'Église. Donc en plus, ces chiffres-là sont sortis après avoir calculé déjà des pourcentages, etc., et après avoir recalculé par rapport à la population globale. Mais ça veut dire que quand même, on n'a même pas l'évaluation réelle du truc. Enfin, moi je trouve que c'est flippant, c'est fou. Comme tu le dis, le pourcentage, c'est celles qui ont parlé, mais oui.
Quelqu'un sur un autre live où on en a parlé aussi faisait justement remarquer que cette prévalence peut aussi être liée au fait que les prêtres sont tous des hommes. Ça peut. Après, ça paraît logique vu le lien très fort qui peut se créer dans une communauté religieuse. Oui, complètement. Je pense que hommes et femmes peuvent être dans l'agression, hein. Là il n'y a pas de souci, mais oui, effectivement, ça peut jouer. Ces estimations représentent un simple plancher. De nombreuses personnes, en effet, ne peuvent ou ne souhaitent pas évoquer de tels événements dans le cadre d'une enquête. Par ailleurs, les nombres de violences présentées dans ce rapport ne tiennent pas compte de la situation dans les départements et régions d'outre-mer. C'est pour vous dire à quel point c'est une vision basse, un chiffre bas, quoi. Le questionnaire a le mérite de restituer l'ampleur du phénomène. Les seules archives de l'Église, en effet, permettent simplement de faire remonter 5000 cas. 5000 cas par rapport à 330 000 évalués, quoi. 5000 cas, c'est si peu. C'est pour vous dire à quel point l'Église protège. L'Église est dans un principe de protection autour de ça. Et ce pour 2 raisons. L'enquête de l'INSERM, tout d'abord, montre que moins de 5% des victimes disent avoir informé un représentant de l'Église des violences qu'elles avaient subies. Par ailleurs, les cas colligés dans les archives sont loin de représenter toutes les situations dont l'Église a eu connaissance. Les logiques qui sont à l'œuvre dans l'institution ecclésiale, et notamment son organisation patriarcale, sont propices à la survenue de ces violences, estiment les auteurs de l'enquête présente en annexe du rapport. Plus fréquentes dans l'Église, ces violences sexuelles sur mineurs n'en demeurent pas moins un fléau qui traverse l'ensemble de la société française. Ainsi, 14,5% des femmes et 6,4% des hommes aujourd'hui adultes ont été confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est des chiffres qui sont terribles. L'enquête dénonce une autre particularité des violences sexuelles sur mineurs commises dans la sphère catholique. Le nombre des victimes baisse régulièrement dans le temps, soulignent les auteurs. Quelques 0,6% des personnes ayant pratiqué une activité en lien avec l'Église déclarent avoir subi une violence sexuelle par un membre du clergé entre 1940 et 1969. Cette part descend à 0,2% entre 70 et 89, mais cette baisse doit être mise en relation avec la baisse des effectifs, commente Jean-Marc Sauvé, et avec la baisse de la fréquentation des institutions de l'Église catholique. Ce taux est remonté à 0,4% depuis 1990. Les auteurs n'excluent cependant pas que cette hausse soit liée à une évolution des mentalités et des déclarations plus fréquentes. C'est terrible. Oui, sujet pas facile. Bonjour Quentin Tamar. La difficile estimation des pédocriminels. Reste la question du nombre de prédateurs dans l'Église. Bien entendu, il n'a pas été possible d'utiliser la méthode de l'enquête et du questionnaire pour en évaluer le nombre. L'estimation minimale de 2900 à 3200 prédateurs hommes repose donc sur plusieurs sources. Un questionnaire adressé aux institutions religieuses, 1500 agresseurs, un chiffre extrapolé à l'ensemble des diocèses et institutions entre 1950 et 2250. Des archives de l'Église et judiciaire, une dizaine, et des témoignages recueillis par les membres de la commission, 950. Cela représente donc 2,5% à 2,8% des effectifs sur la période. Ce sont des chiffres, mais qui sont mais incroyablement hauts, quoi, vraiment. Cette estimation paraît peu compatible avec les résultats de l'enquête déclarative de l'INSERM. La CIAS d'ailleurs le reconnaît elle-même, cela signifierait alors que le nombre de victimes par auteur homme s'élèverait à 63 pour les victimes mineures. Si le nombre de victimes d'un pédocriminel est parfois très élevé, une étude à paraître de Florence Thibault, membre de la CIAS, identifie 2,8 victimes en moyenne par auteur sur un échantillon de 350 auteurs. La commission s'est appuyée simplement sur des cas connus pour livrer cette estimation du nombre de prédateurs, considéré comme un seuil minimal. L'INSERM d'ailleurs retient une base de 5% de prédateurs, voire davantage, comme scénario plausible. C'est donc le nombre des pédocriminels au sein de l'Église et non celui des victimes, qui mérite de plus larges études. La commission s'en remet donc à des travaux ultérieurs pour corroborer ou infléchir ces résultats en France et dans des pays comparables. Voilà, je trouve que c'est fou. Les chiffres qui sont ressortis de la CIAS, c'est fou. 5% de prédateurs, voire davantage, comme scénario plausible. Vous vous rendez compte du nombre de risques de tomber à un moment ou à un autre de sa vie de croyant sur un prédateur? C'est fou. C'est fou. Surtout que moi je connais des parents catholiques et pardon, ça a défilé tout seul. Et ils font ultra confiance dans les prêtres et plein de fois j'ai eu cette conversation avec une de mes meilleures amies espagnoles. Mais comment tu laisses une petite fille seule avec un inconnu? Et elle me répond parce qu'il est prêtre donc forcément c'est quelqu'un de bien. Mais non quoi, tu laisses pas ton enfant seul avec un adulte que tu ne connais pas quel qu'il soit, même si c'est le président. Non mais complètement, il y a une clause de confiance, un truc de confiance finalement qui se lie avec les prêtres et c'est ça qui les rend encore plus dangereux.
Déjà que laisser ton enfant avec un adulte que tu connais pas, c'est risqué. Que tu connais, c'est risqué, quoi, mais oui. Donc, dans toute l'église de plus de 20 personnes, tu as en moyenne au moins un prédateur. Non, mais ce sont des chiffres qui sont terribles. 5% de prédateurs, quoi. C'est énorme. Énorme. Bon, je pense pas que ce soit utile de reprendre ça parce que ça va être les mêmes chiffres qui vont être donnés. Voilà, je voulais qu'on en parle quand même de ce truc de la pédocriminalité dans l'église. C'était important. C'était important d'en parler. Donc, Montpellier, que sait-on de la plainte pour viol classée sans suite à l'origine du mouvement Double Peine ? Une jeune femme de 19 ans a dénoncé sa prise en charge par le commissariat de Montpellier lors du dépôt d'une plainte pour viol. Le procureur de la République indique que la décision définitive de classement sans suite n'a pas encore été prise. De son côté, l'avocate de la plaignante se tient prête à la contester, le cas échéant. En un peu plus de 24 heures, il cumulait près de 600 témoignages. Le hashtag Double Peine, lancé sur Twitter par plusieurs personnalités et associations féministes, entend dénoncer la mauvaise prise en charge par les forces de l'ordre des victimes de viol, tentatives de viol et plus généralement de violences sexuelles. Donc je vous le relis pas, vous savez, on l'a lu déjà la semaine dernière, vous savez du coup ce qu'il en est de ce hashtag Double Peine. À l'origine de ce mouvement, l'histoire d'une jeune femme de 19 ans, restée anonyme, relayée par le compte Instagram Même pour Cool Kid Féministe, tenu par l'influenceuse féministe Anna Toumazov. Dans ses stories, dès le 24 septembre, elle évoque les faits qui lui ont été rapportés par la tante de la victime, et pour lesquels une plainte aurait été déposée le 9 septembre. Elle attendait le tram pour rentrer de soirée, éméchée, et a accepté après sollicitation de se faire accompagner en scooter par un inconnu. Arrivé devant chez elle, il l'a suivie dans son hall d'immeuble et il l'a violée. Elle a eu le courage de se rendre au commissariat pour porter plainte, et elle s'est retrouvée confrontée à la policière en charge de questions de violences sexuelles. Raconte-t-elle face caméra. L'homme lui aurait également volé ses affaires et se serait servi de sa carte bancaire à plusieurs reprises dans une épicerie d'un quartier voisin. Donc c'est terrible parce qu'on se dit c'est traçable là quand même. La militante assure ensuite que la policière a émis des commentaires déplacés durant l'audition. Elle aurait dit à la jeune femme « Si tu as bu, tu n'as pas pu dire non, donc il n'y a pas de problème de consentement. » Mais quelle horreur ! Et lui aurait demandé si elle avait joui pendant son agression. Des questions hors de propos, estime-t-elle. Cette plainte a été déposée le 9, et le 21 septembre, la victime a appris avec stupeur de la bouche de cette même policière que la plainte avait été classée sans suite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du message que ça envoie vraiment. Ce truc des agressions sexuelles qui restent sans suite, c'est affreux. J'ai vu qu'il y a eu un site web créé pour Double Peine, une association aussi, il me semble, oui. Alors l'association, j'en sais rien, le site web, oui, vous pouvez vous-même déposer des témoignages, si vous en avez l'envie, le courage, la force, sur ce site Double Peine, oui. Conclut Anna Toumazov à la fin de sa story initiale, en appelant les membres de sa communauté à se manifester s'ils avaient la possibilité d'aider cette jeune femme de quelconque façon, en précisant que l'histoire s'était déroulée à Montpellier. Rapidement ont afflué en messages et commentaires des témoignages de femmes rapportant des expériences identiques lors de leur prise en charge pour déposer plainte pour violences sexuelles au commissariat central de Montpellier. 4 jours plus tard, Anna Toumazov, frappée par les similitudes de ses récits, a rédigé un thread Twitter devenu viral en quelques heures. Un mouvement qui a entraîné la réaction à chaud de la préfecture de l'Hérault. Par voie de communiqué, le 28 septembre, le préfet Hugues Moutou s'exprime à la première ou à la troisième personne selon les paragraphes pour condamner les propos diffamatoires d'Anna Toumazov. Contactée pour savoir si une enquête interne avait été menée avant d'arriver à ses conclusions, la préfecture indique ne pas avoir d'autres éléments à communiquer. Donc on l'avait lu, hein, je vous conseille de le regarder à nouveau si vous ne vous en souvenez plus, c'était juste dégueulasse. C'est scandaleux, bientôt on va nous forcer à nous marier à nos violeurs, c'est ça. Bah, c'est une violence folle, quoi. La version de cette affaire rapportée par Anna Toumazov est soutenue par l'antenne locale de Nous Toutes, jointe par Check News. On contacte direct avec la mère de la victime depuis plusieurs jours, notamment pour lui obtenir une audience avec le maire, lequel a annoncé vendredi en fin d'après-midi qu'il rencontrerait bien la victime. L'association indique que la jeune femme et sa maman ont tout fait comme il fallait. Elles sont allées à l'hôpital, puis se sont rendues au commissariat dès 9h le lendemain matin pour porter plainte. Il y a des témoins, des caméras, et moins d'un mois plus tard, c'est classé sans suite. C'est incompréhensible, et c'est surtout proprement révoltant. Nous toutes, 34, assurent que le classement sans suite a été annoncé à la victime lors d'un appel téléphonique et justifié par l'inspectrice comme étant lié à l'alcoolémie de la jeune femme. C'est oral, il n'y a pas d'enregistrement pour le prouver, mais nous avons eu la famille, la mère, le beau-père, tout le monde dit la même chose. Elle lui a dit que du fait de son état d'ébriété, elle n'avait pas dit non, donc que ce n'était pas un viol et que ce n'est pas lui qui l'avait fait boire, cite notre source.
Il faut rappeler que c'est évidemment l'inverse. Quand une personne est si alcoolisée qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas être consentante. Voilà, c'est pas on est présumé consentante jusqu'à ce qu'on puisse dire non. Hein. On est présumé pas consentant jusqu'à ce qu'on dise oui. Vraiment, que ce soit clair avec ça. Vraiment. Super Kitty, oui, c'est une bonne idée. Des autorités très informées. La jeune femme en question, dont l'histoire a suscité un emballement qui la dépasse, souhaite rester anonyme, tu m'étonnes, et ne pas s'exposer dans les médias, au moins durant le temps judiciaire, précise à Check News son avocate, maître Candice Tomasicchio. Surtout, cette dernière assure que malgré ses demandes répétées et urgentes, elle n'a toujours pas pu avoir accès au dossier de sa cliente, dans lequel figurent les détails de la procédure. Raison pour laquelle l'avocate se dit aujourd'hui révoltée de constater les prises de parole visiblement très informées des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le préfet de l'Hérault fonde en effet son communiqué sur les rapports de police et le procès-verbal d'audition de l'affaire, pour montrer que les enquêteurs ont fait sérieusement leur travail. Mais c'est quoi cet argument? C'est pas lui qui t'a fait boire, du coup c'est bon, ouais, c'est ça. C'est terrible, enfin je me sens tellement mal et triste par rapport à ça, quoi. Le procureur de Montpellier, Fabrice Bellargent, a quant à lui donné suite aux sollicitations de Check News et apporté divers éléments. Il confirme ainsi que la jeune femme s'est présentée dans la nuit du 8 au 9 septembre au CHU de Montpellier, où elle a fait l'objet d'un examen médico-légal complet par un médecin légiste. La victime a été invitée à se présenter à 9h à l'hôtel de police de Montpellier afin que sa plainte soit prise en compte par un fonctionnaire de police spécialisé dans ce domaine. Le procureur poursuit, la jeune femme a été entendue durant 2 heures dans le cadre d'une audition particulièrement détaillée. Les circonstances dans lesquelles les faits s'étaient produits ont été abordées précisément pour les nécessités de l'enquête. Oui, enfin, c'est pas une histoire de circonstances, hein. T'as joui, t'as pas joui, je ne sais pas quoi. Dans ce cadre, des questions touchant à l'intimité de la plaignante ont nécessairement été abordées, mais en aucun cas, la question de savoir si elle avait joui, comme j'ai pu le lire, n'a été posée. Oui, bien évidemment. Donc là, à nouveau, on est encore sur un truc de parole contre parole, quoi. C'est terrible. Je dis pardon au micro. Oui, quoi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est terrible pour ces victimes, quoi. L'argument, c'est « il fallait pas boire, ma petite dame. Voilà ce qui arrive quand on est irresponsable. » Et ça pue du cul, mais tellement, tellement. Une affirmation qui étonne grandement maître Candice Tomasicchio. À ce que je sache, le procureur n'était pas présent lors de cette audition qui s'est tenue entre l'enquêtrice et ma cliente uniquement. Dès lors, comment peut-il être certain de ce qui s'y est dit ou pas? Bah oui. Du côté des forces de l'ordre, sans se prononcer sur le cas de Montpellier, on indique que cette question peut être nécessaire pour faire avancer l'enquête. Mais vraiment, la question de est-ce que vous avez joui ou pas, c'est nécessaire pour faire avancer l'enquête? C'est qui exactement ces gens-là? C'est des sexologues? C'est des médecins? C'est qui exactement? Ils le savent qu'il peut y avoir un réflexe effectivement purement physique de plaisir avec plein de guillemets pendant un viol, et que dans ces cas-là la victime se sent encore plus mal. Dans ce cas-là la victime peut être complètement détruite, elle peut se sentir complètement trahie par son corps. Ils ont lu des trucs sur les viols, ils ont lu des trucs sur les agressions sexuelles, mais mon Dieu, mais c'est tellement révoltant, quoi. Cette question-là à aucun moment n'est nécessaire pour faire avancer l'enquête. Ce n'est pas nécessaire. C'est terrible, vraiment. C'est le grand chelem du foutage de gueule, dites-moi. Mais oui, c'est incroyable, quoi. Ne serait-ce que sur le plan légal, un flic qui refuse une plainte ne fait pas bien son travail, parce que ce n'est précisément pas son travail de refuser une plainte. C'est illégal pour un flic de refuser une plainte. D'ailleurs, si ça vous arrive, il faut leur demander le numéro du procureur de garde, ça les calme. C'est bien de le répéter, Barbara, effectivement. Non, mais on ne sait pas d'où c'est nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Aïe, c'est scandaleux, je pensais pas entendre ce genre de choses en France, mais quand tu sais que quand tu es victime de viol, tu es obligé d'assister à un interrogatoire où il y a ton agresseur, il y a un problème, je pense, au niveau de tout le système. Mais il y a un problème au niveau du système globalement, à part traumatiser encore plus la victime, évidemment. Mais oui, mais c'est terrible, enfin, cette question n'est pas nécessaire. Ce n'est pas systématique, car nous n'avons pas de protocole, mais quand elle est posée, c'est qu'elle est utile pour prendre en compte tous les tenants et aboutissants d'une affaire. Mais il n'y a pas de tenants et aboutissants d'une affaire, affirme Bruno Menguibar, je ne sais pas, secrétaire départemental du syndicat SGP Police dans l'Hérault à Check News. Ce n'est pas de la curiosité malsaine, mais pour mieux anticiper la potentielle future défense de l'auteur des faits. Il faut que l'on sache si, par une action mécanique, le corps a réagi involontairement, pouvant donner l'impression à l'agresseur que sa victime a pris du plaisir et aurait été consentante. Si c'est le cas, il va s'en servir pour se déculpabiliser, voire se dédouaner, précise son collègue Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué de la zone sud du même syndicat. Oui, mais dans ce cas-là, tu dis, est-ce que par une action mécanique, votre corps a réagi involontairement? Il n'y a pas de « vous avez joui », ça n'a rien à voir. Vous avez joui et
est-ce que par une action mécanique, le corps a réagi involontairement? On est bien d'accord que c'est deux trucs très différents. Si même le policier demande est-ce que vous avez joui, on sent bien que la victime, elle va être en mode bon bah ok, donc personne me croit. Personne me croit en fait. Et ils le savent, ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qu'il y a derrière le mot jouir, c'est impossible. C'est impossible qu'ils ne le sachent pas. Je veux dire, c'est des personnes qui sont éduquées quand même. Ça me rend folle, je vous jure, ça me rend tellement, mais tellement triste et en colère. Vous vous rendez compte que non seulement cette personne, pardon, je suis en train de lire, le croit, mais en plus elle est assez certaine d'elle pour le dire et le communiquer à d'autres. Les questions genre vous avez joui, ça donne juste l'impression qu'ils se font le film dans leur tête et qu'ils se paluchent, mais oui. La façon de poser la question est super importante, mais complètement. À part chercher à humilier et dissuader de refaire appel à la police par la suite, je ne vois pas l'intérêt de cette question, tout à fait. Et quand bien même c'est avec l'avocat qu'elle va prévoir cela en le disant. Non, mais dans tous les cas, il y a ce truc de c'est très différent. Je veux bien croire que ce soit nécessaire pour les forces de l'ordre, comme il le dit assez bien ici, pour ne pas que l'agresseur se déculpabilise ou se dédouane. C'est important, potentiellement, pourquoi pas, de savoir si par une action mécanique le corps a réagi involontairement. Mais c'est très différent, c'est très 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 différent de dire ça ou de dire est-ce que vous avez joui. Mais ils le savent, enfin c'est pas possible qu'ils ne le sachent pas. Dans une interview au Figaro, un gendarme confiait avoir déjà posé cette question à des victimes, mais sans pouvoir expliquer clairement en quoi cet élément pouvait contribuer à faire avancer l'enquête. Dans le même article, la porte-parole de la gendarmerie estimait en revanche que cette question était illégitime et n'avait pas à être posée. Le cabinet du directeur général de la police nationale, contacté par Check News pour avoir une position officielle, refuse de se prononcer sur des dossiers personnels et des procédures réalisées au cas par cas, mais souligne cependant que si le travail des enquêteurs est d'être à l'écoute et empathique, il consiste surtout à constituer une procédure avec le plus d'éléments possible. Oui, non mais d'accord, mais les éléments, ok, sur les éléments possibles, effectivement, il faut beaucoup d'éléments possibles. D'accord, mais le fait est que de toute façon, l'agresseur pourra toujours dire que la victime a joui, même si celle-ci dit que non. Et ensuite, au-delà de ces éléments possibles à collecter, il y a une façon de les collecter. Il y a une façon, bien évidemment, de dire les choses. Et si tu veux savoir si le corps a eu un réflexe ou non, tu demandes si le corps a eu un réflexe ou non. Tu ne demandes pas si la personne a joui. Enfin, je veux dire, si même les gens qui la posent ne savent pas à quoi sert la question, bah oui, enfin... Certaines questions peuvent paraître intrusives ou déplacées pour les victimes, mais sont primordiales pour construire un dossier solide. Demander comment la victime était habillée ou si elle avait bu n'est pas un jugement de valeur de la part des enquêteurs, mais doit permettre d'avoir tous les détails, qui n'en sont pas une fois dans un tribunal, sur le déroulé de la scène et sur l'état de la victime au moment des faits. Si elle était en état d'ivresse manifeste, c'est un caractère aggravant pour l'agresseur. Mais on est d'accord de ça. C'est-à-dire que ce sont censés être des trucs aggravants pour l'agresseur. Ce ne sont pas censés être des choses qui sont aggravants pour la victime. Or, la façon dont c'est dit, parfois, ça paraît aggravant pour la victime. Et parfois même, ça l'est carrément dans les réflexions. C'est important, c'est là où on voit que la formation des forces de l'ordre est juste, mais essentielle et ultra importante. Parce que là, on est face juste à des agresseurs qui ont l'air d'être couverts par une mentalité au sein même des forces de l'ordre, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne devrait jamais être le cas. Salut Wolfram. Même l'argument de dire que c'est important pour la défense, c'est du grand nimp. C'était pas au moment du dépôt de plainte que ça peut se demander, et en tout cas pas comme ça. Mais une fois que la plainte est prise et que la victime se sent un peu plus en confiance face à la police, là c'est juste de bons gros cons miso et dégueulasses. Et puisqu'ils savent que c'est un réflexe possible, qu'ils ne nient pas le viol, alors autant partir de l'idée qu'il va le dire et que ça ne sert à rien. Oui, mais oui, on peut juste dire que ça ne sert à rien. Ça me rappelle le documentaire qu'on avait vu avec le commissariat décoré en foutage de gueule, oui. Ouais. C'est utile pour le procès tellement que l'affaire est classée sans suite sur un motif tout pété. Mais complètement. Aline Faucher, présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Hérault, estime que les justifications des policiers vont néanmoins à l'inverse des enseignements apportés dans les commissariats lors des formations à la réception de la parole des victimes de violences sexuelles. Évidemment que l'agresseur dira que la victime était consentante pour se défendre, mais demander à la victime si elle a joui, c'est valider la stratégie du violeur. Les spécialistes et scientifiques ont prouvé que le viol déclenchait un état de sidération, d'anesthésie chez la victime. Jamais aucun n'a parlé de plaisir qui arriverait involontairement lors d'un viol, donc je pense que c'est une erreur de poser cette question. Oui.
Quant aux raisons qui ont motivé le classement sans suite, Fabrice Bellargent conteste la version rapportée par Nous Toutes, qui assure que la décision a été justifiée par la policière en raison de l'état d'ébriété de la victime. Les policiers, assure le procureur, ont procédé à différentes investigations qui ont permis de reconstituer le parcours emprunté par la victime et son agresseur à l'aide des systèmes de vidéoprotection. Dès que la victime a signalé que le mis en cause lui avait également volé sa carte bancaire, les policiers ont rapidement localisé le commerce dans lequel elle avait été utilisée. Ces investigations n'ont pas, en l'état, permis d'identifier l'agresseur. Celui-ci était en effet casqué tout au long du trajet effectué à cyclomoteur et le commerce dans lequel la carte bancaire a été utilisée ne disposait que de caméras factices. À l'issue de ces investigations, un échange téléphonique a eu lieu entre l'enquêteur en charge de la procédure et un magistrat du parquet. La procédure a été orientée vers une décision de classement sans suite, faute d'identification de l'auteur des faits, et non pas parce que les faits ne constitueraient pas un viol. Sur ce point, l'avocate confirme que la jeune victime a été tenue informée du classement sans suite par un appel téléphonique de la policière qui a conduit les 2 auditions, mais est moins affirmative quant à l'évocation de l'état d'ébriété comme justification du classement sans suite. C'est un appel qui n'a duré que quelques secondes et qui a bouleversé ma cliente, dit-elle. Et on le comprend. Recours envisagé. L'échange téléphonique relève néanmoins, selon l'avocate, d'un manquement au protocole mis en place dans les dossiers de violences sexuelles traités par le tribunal judiciaire de Montpellier. La notification du classement sans suite à une plaignante est censée se faire par un courrier transmis à l'association France Victime 34, chargée d'accompagner les victimes dans cette étape, et non pas par un coup de téléphone de l'enquêtrice à la victime, ce qui a pourtant été le cas ici. Ma cliente a été totalement livrée à elle-même à l'issue de cet appel qui l'a plongée dans une profonde détresse. Là, non seulement ma cliente n'a pas vu ce classement sans suite et donc n'a pas la certitude d'une deuxième lecture par le parquet, mais la forme est également désastreuse. Surtout, la décision définitive de classement sans suite ne peut être prise que par le procureur de la République, après une seconde lecture du dossier. Si l'on en croit la chronologie communiquée par le procureur, cette deuxième lecture par le parquet n'était en réalité pas encore intervenue mercredi dans la soirée. Il indique, comme pour toutes les affaires à caractère sexuel, la procédure fera l'objet d'une relecture attentive lorsqu'elle sera réceptionnée au parquet, et la décision du classement sans suite sera prise et notifiée à la victime par l'association France Victime 34, s'il apparaît qu'aucune autre investigation ne peut être réalisée. Et de laisser la porte ouverte à une poursuite de l'enquête. Dans le cas contraire, des investigations complémentaires pourraient être ordonnées par le parquet. De son côté, l'avocate prévient d'ores et déjà avoir le projet de contester ce classement sans suite. Il y a des recours qui existent, ajoute-t-elle. Nous allons les utiliser. Bon, voilà, donc... Que dire de plus? Quelques secondes. Bonjour, c'est classé sans suite. Au revoir. Bah oui. C'est pour cela que l'avocate n'a pas le droit d'accéder au dossier, sûrement, ouais. Je comprends pas, donc il classe sans suite, s'il ne trouve pas le coupable, il ne continue pas l'enquête. Bah, s'ils estiment, le principe du classement sans suite, c'est que s'ils estiment que, en gros, eux, ils ne peuvent rien faire de plus, qu'il n'y a aucune autre investigation qui peut être menée, qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et ben oui, du coup, sans suite. Mais c'est affreux, c'est terrible, et pour la victime, ça doit être terrible, quoi. Et oui, vraiment, quelques secondes, je suppose que c'est ce qu'il a fallu juste pour dire bonjour, ben, le dossier est classé sans suite, effectivement. C'est affreux, vraiment, de se dire qu'on peut être agressé en toute impunité en France, quoi. Voilà, on peut vraiment être agressé en toute impunité en France. Je trouve ça terrible, vraiment. Bon, il est presque déjà 14h, on a beaucoup parlé de plein de trucs. Bon, écoutez, on va... je ne sais pas trop... Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous voulez parler en dernier? Parce que voilà, là, on va pas avoir le temps de tout traiter. Est-ce que vous voulez qu'on parle stéréotypes de genre, thérapie de conversion? Bon, on en avait déjà pas mal parlé de thérapie de conversion, donc voilà. Le ministère de l'Éducation qui reconnaît enfin des droits aux élèves trans. Le vaccin contre le Covid, ce qu'on disait. Ce dont on commençait à parler tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce dont vous voulez qu'on parle là, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire tous. Et les féministes hystériques, bien sûr, bien sûr. Pour un viol ou un meurtre sans suite, vu que c'est à cause de l'incapacité des forces de l'ordre de ne pas trouver le coupable, et que les forces de l'ordre sont l'État en quelque sorte, je pense pas qu'il y ait de compensation de la part de l'État pour quelque chose qui est classé sans suite. Je suis pas sûre, je pense pas. Écoutez... L'hystérie, on va en parler, du coup, on va lire ça. Voilà, on va lire ça. Et puis, si on a le temps, on lira le truc sur le vaccin contre le Covid et les cycles menstruels. Et pourquoi pas, un truc joyeux, donc le ministère de l'Éducation qui reconnaît enfin les droits aux élèves trans. Cette question n'est pas problématique, c'est la procédure. La procédure qui n'applique pas pour notifier le classement sans suite à la victime. Bah oui.
Écoutez, ça nous montre encore qu'on a des raisons d'être énervés et hystériques, mais voyons la façon dont on nous qualifie d'hystériques, justement. On construit aux femmes engagées une image médiatique de folles furieuses, on déforme leurs propos, on les traîne dans la boue. Même les hommes les plus odieux ne sont pas traités comme ça. Encore une fois, c'est une carte blanche de Titiou Lecoq. Et donc là, nous avons Alice Coffin, vraiment les trois qui s'en sont pris énormément dans la gueule là ces derniers temps. Donc Alice Coffin, Sandrine Rousseau et Rokhaya Diallo. Sandrine Rousseau qui est vraiment présentée comme vraiment la féministe radicale et hystérique, hein, vous savez, alors qu'on se dit mais... Enfin, je veux dire... à quel moment est-ce que Sandrine Rousseau hystérise les débats, quoi? À quel moment est-ce que Sandrine Rousseau est vraiment si radicale que ça? C'est fou qu'on considère Sandrine Rousseau comme quelqu'un de radical. D'ailleurs, on en reparlera sûrement à l'occasion d'autres articles et d'un autre sujet, mais je trouve ça fou qu'on présente Sandrine Rousseau comme radicale. Barbara, quelqu'un de mon entourage a appris que sa fille de 2 ans avait subi des attouchements de la part du mari de sa nourrice, lequel mari était pote avec les gendarmes. La plainte n'a pas été prise et quand elle a fait le forcing via le procureur, ils ont fait en sorte de bâcler l'enquête en mettant bien la pression sur toute sa famille à elle. Résultat, le gars n'a jamais été inquiété, même pas interrogé, alors que tous les mecs de la famille ont eu droit à l'interrogatoire plus analyse ADN. C'est dégueulasse, je suis tellement désolée pour toi et pour cette personne, Barbara, vraiment c'est dégueulasse. Sandrine Rousseau possède un utérus, Sandrine Rousseau est dans un débat, il est donc hystérisé par sa présence. C'est ça, en fait, hein. C'est ça. Méga somme que Jadot ait gagné les primaires, oui. Méga somme que Jadot ait gagné les primaires, et méga somme, mais pas de surprise, hein, de constater que, alors que Sandrine Rousseau a fait un truc que beaucoup d'hommes politiques ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire qu'elle a fait un truc consistant en se ranger derrière le gagnant et dire il a gagné, c'est comme ça, du coup je vais me mettre à son service parce que c'est ce qu'est censé faire une personnalité politique qui est arrivée 2e, qui n'a pas gagné dans un parti. Donc au lieu de mettre en avant la force qui avait et juste la normalité, hein, qui avait à faire ça, les réflexions que Sandrine Rousseau s'est prises en mode ah bah voilà, enfin elle est bien soumise comme on aimerait qu'elle soit ou je sais pas quoi, ou alors eh bah dites donc c'est pas très féministe de soumettre à un mec. On se dit mais mon dieu quoi, quelle violence elle a dû se prendre juste parce qu'elle faisait les choses telles qu'elles doivent être faites par une personnalité politique, hein, c'est-à-dire tu es arrivé 2e dans ton parti. Bon ben félicite la personne qui est arrivée en premier et mets-toi derrière elle parce que mine de rien vous partagez le même socle commun et ce sera seulement après, une fois que ce sera gagné, qu'on pourra à nouveau faire des dissensions, parler, etc., débattre de sujets. Et c'est fou, enfin vraiment c'est fou que pour des choses normales, elles soient reprises et mis en parallèle par rapport à son féminisme soi-disant radical. Enfin c'est fou, c'est fou. Vu comme le champ politique s'extrême droitise de plus en plus, la gauche soxdem ou radicale passe pour révolutionnaire. Mais c'est ça. C'est ça. Oui, il a acheté des autres après le premier tour aussi, des autres candidats qui ne voulaient pas soutenir, mais complètement. À 2% près, en partant de rien, elle a été douée quand même, oui. Et il faut le reconnaître, il faut le reconnaître, c'est sûr. Moi, je l'aime bien, Sandrine Rousseau, honnêtement, je l'aime bien. Après, je sais qu'elle a des bails, il me semble qu'elle a des bails pas ouf, notamment, c'est pas elle qui était allée voir... des associations de travailleurs et travailleuses du sexe et qui avait été très très nulle. Je sais plus. Il me semble qu'il y avait eu ça. Il me semble. Donc je reste mesurée sur mes propos par rapport à Sandrine Rousseau, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, elle est présentée comme radicale et comme féministe hystérique quasiment en continu, quoi. La fin de la primaire écolo a été rude. Rien que d'assister en simple spectatrice aux attaques permanentes contre Sandrine Rousseau m'a épuisée. Je n'ose même pas imaginer dans quel état devait être son équipe et elle-même. Je me demande si on a vraiment bien mesuré la différence de traitement médiatique entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Oui. Ouais, vraiment. Il y a eu une différence de traitement médiatique folle. Elle a été diabolisée, présentée comme hystérique, une femme folle qui veut tout brûler, qui délire complètement, qui raconte n'importe quoi, irrationnelle, une sorcière. Et en comparaison, Yannick Jadot est passé pour le type calme et fiable. Peut-être mou, peut-être opportuniste, mais rationnel. Qui aurait cru que nous en serions encore là? Dans le fond, qu'est-ce qui est reproché à Sandrine Rousseau? Pas de tenir un discours sur l'écologie, c'est également le cas de Yannick Jadot. D'être radical au sens d'anticapitaliste? Mais prenons Jean-Luc Mélenchon. Il aura fallu qu'il craque vraiment ses nerfs devant les caméras pour qu'on se moque de lui.
Avant, on lui prêtait tout de même une certaine puissance de tribun, une grande culture, une intelligence politique, etc. Le fait d'être anticapitaliste ne suffit donc pas à vous discréditer. Je ne suis pas un pro-Rousseau, mais la quasi-totalité des arguments contre elle sont des bouses intellectuelles et une série de disqualifications injustifiées. Je suis d'accord avec toi. Vous allez me dire que c'est peut-être simplement parce qu'elle serait nulle. Mais en quoi serait-elle plus mauvaise que les autres? Elle ne maîtriserait pas les sujets? Elle est dans un parti écolo depuis 12 ans. On dit souvent que les gens de gauche, et en particulier les écolos, n'ont aucune connaissance de l'économie et que cela les discrédite. Mais précisément, Sandrine Rousseau est économiste, même si elle est rarement présentée comme telle. Elle a soutenu une thèse qui s'intitulait « Économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale ». Un beau sujet, sacrément d'actualité, non? Je suis désolée, calculé mental. Le moubot a été violent, j'ai pas pu voir ce que tu as marqué. Désolée. Alors pourquoi a-t-elle été présentée comme une folle dingue? Parce qu'elle est une femme et une féministe. C'est sa radicalité en tant que féministe qui pose problème. Cela s'inscrit dans l'entreprise actuelle de discrédit permanent à l'encontre des féministes et des militants antiracistes. On peut être en désaccord avec Sandrine Rousseau. Après tout, rien ne vous empêche de croire que c'est en construisant plus d'outils technologiques polluants que l'on va sauver notre environnement. Mais on n'a même pas pu entendre le fond de ses idées, ses propositions. Tout a été parasité, comme flouté, comme si des gens se mettaient exprès à hurler dès qu'elle parlait pour qu'on ne l'entende pas. Le mieux du pire, c'est tout de même une Greta Thunberg déménopausée. Ah oui. Je peux pas faire mon bonjour à trémolo habituel, je suis désolée, calculé mental, bonjour. Elle est plus anti-libérale qu'anticapitaliste. Mais en plus, elle n'est pas... Enfin, je veux dire, vraiment, il y a une radicalité qui est pas si radicale que ça en elle. Hein. Enfin, il y a quand même un petit scud, rien ne vous empêche de croire nimp, oui. Oui. Et ce n'est pas la seule. Alice Coffin se prend des sauts de merde dès qu'elle parle. Rokhaya Diallo est traînée dans la boue. Évidemment, le fait que l'une soit lesbienne et l'autre noire accentue la violence du traitement dont elles sont victimes. Dans quelle société vivons-nous pour traiter ces femmes ainsi? Pour que Sandrine Rousseau, qui veut mettre fin aux violences sexuelles, soit comparée à Éric Zemmour, qui veut virer les musulmans de France. Et même pire, puisque la folle, c'est celle qui propose que nous vivions dans une société égalitaire, et que le type qui veut bouter hors de France 5 millions de musulmans est perçu comme un individu intelligent et rationnel. C'est odieux. Quel est l'état du débat public quand on est là? Lisez et écoutez Alice Coffin. Lisez-la pour de vrai, et vous verrez qu'elle ne dit rien d'extravagant, comme Laurent Ruquier l'a lui-même découvert. Écoutez, lisez Rokhaya Diallo, et admirez son calme et sa pédagogie. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec elle, mais vous verrez qu'elles n'ont rien à voir avec l'image que l'on cherche à leur coller. Dès qu'il s'agit d'une femme, a fortiori d'une féministe, méfiez-vous de l'écho ambiant et déformant. Elles sont calmes, rationnelles, et elles maîtrisent leur sujet. Les féministes sont victimes de ce qu'il faut bien appeler des fake news. On leur construit une image médiatique de folles furieuses avec des idées qui ne sont pas les leurs. On déforme leurs propos, on les tronque, on les manipule quand on ne les invente pas carrément. Elles perdent énormément d'énergie à réagir aux attaques, à démentir les rumeurs, au lieu de faire avancer positivement les choses. Les hommes, même les plus odieux, ne sont pas traités comme ça. Pardon. On leur attribue toujours de l'intelligence, y compris quand on les critique. Et j'en remets ici une couche, que ce soit Mélenchon ou Zemmour présentés comme intelligents. Mais les femmes, quand est-ce qu'une femme est présentée comme particulièrement intelligente, comme vraiment brillante? Laquelle? Aucune. Pas une femme politique ou une intellectuelle à qui on prête une intelligence hors du commun. Je suis suffisamment vieille pour me rappeler la présidence de 2007, dont le second tour opposait Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy. Je me souviens à l'époque d'avoir été horrifiée par la misogynie avec laquelle les médias et les politiques traitaient Ségolène Royal, que je ne portais pourtant pas particulièrement dans mon cœur. En voyant le traitement médiatique qu'a subi Sandrine Rousseau, je me dis que nous ne sommes pas sur le chemin de l'amélioration. Dès qu'il s'agit d'une femme, a fortiori d'une féministe, méfiez-vous de l'écho ambiant et déformant. Allez chercher les propos recontextualisés, pris dans leur longueur. Demandez-vous s'il n'y a pas une pointe de misogynie et de diabolisation dans la manière de se les présenter. De les présenter, d'ailleurs, pas de se les présenter. On devrait se méfier de tout ce qu'on a écrit sur les femmes. C'est ce que j'écrivais dans Honoré et moi. Oui, je me cite puisque personne d'autre ne le fait. Je parlais de la mère de Balzac. Mais finalement, ce constat peut aussi bien s'appliquer à Laure Salambier-Balzac qu'à Alice Coffin. Oui, complètement. Complètement. Il y a une catégorisation comme « Oh, c'est hystérique », qui fait que du coup, il n'y a pas besoin de réfléchir plus au débat, il n'y a pas besoin de parler plus, il n'y a pas besoin d'être plus...
respectueux que ça, il n'y a pas besoin de pousser plus que ça. Si quelqu'un dit « Oh mon Dieu, c'est une femme, elle parle fort, elle a des idées », ça suffit à faire peur. Et globalement, on repart encore une fois sur ce débat qu'on a eu beaucoup sur le mot féministe et sur le fait que pour moi, il ne faut pas le modifier pour dire le mot humaniste à la place. Parce qu'on attribue volontairement et de façon fausse toute une aura de violence, de colère injustifiée, d'hystérie, de bêtise aussi, au féminisme. Et on diabolise ce mot parce que c'est plus simple que de contredire les arguments qui, eux, sont des arguments réels. C'est des arguments qui sont concrets, c'est des arguments qui sont difficilement balayables, en fait, si facilement. Voilà, c'est des arguments réels, des vrais arguments. Et bien évidemment que le fait de diaboliser le mot féministe, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc, pour moi, c'est important de soutenir ce mot de féministe par rapport au mot humaniste. Parce qu'on est dans ce principe-là de arrêter de prêter, on va dire, aux féministes, globalement, une hystérisation des débats. Voilà, c'est une importance capitale, en fait, de mettre en avant ce mot-là et ces femmes-là comme étant juste des femmes avec des idées, et pas des femmes radicales forcément, pas des femmes hystériques forcément. Des fois, elles ne disent rien de radical et elles sont quand même présentées comme radicales. Et encore une fois, ça en dit long sur la façon dont les femmes, globalement, sont traitées à partir du moment où elles ont des idées claires, en fait. Mais en plus, les gens disent à chaque fois « je suis pas machin, je suis humaniste », mais ça s'oppose pas, on peut être féministe et humaniste, non, bien sûr, bien sûr. Déjà, une femme, oui, oui. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. De toute façon, humaniste, c'est déjà pris, ça n'a pas le même sens, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, bon, il est quasiment 14h, alors qu'on commence à midi à chaque fois, c'est beaucoup trop long. Bon, on se repenchera à nouveau, du coup, sur ces liens entre vaccins contre le Covid et cycle menstruel. Bon, sachez quand même, il y avait ça quand même comme bonne nouvelle. Voilà, il y a une circulaire sur l'accueil des élèves trans qui est sortie. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est une circulaire qui est parue au bulletin officiel pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire, reconnaît les droits des élèves transgenres et fixe des règles les protégeant. L'école, en tant que service public fondé sur les principes de neutralité et d'égalité, se doit d'accueillir tous les élèves dans leur diversité et de veiller à l'intégration de chacun d'eux, avec pour ambition de leur permettre de réussir leur parcours scolaire, est-il écrit en préambule. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller voir ça, parce que c'est important et que ça fait plaisir pour une fois qu'il y a une vraie mesure qui a été prise autour de ça. Je trouve que c'est vraiment un grand pas en avant quelque part, et un pas qu'il était plus que temps vraiment de faire. Bon, écoutez, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. Ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. On va peut-être lancer un raid quelque part. On va voir s'il n'y a pas quelqu'un de chouette qui est en train de faire quelque chose. Alors là, je crois que je n'ai rien. Est-ce que je n'ai rien ou est-ce que c'est juste que je bug? Je pense que je bug comme une pourrie. Écoutez, si vous avez... Donc je ne peux plus voir mes chaînes suivies. Si vous avez là tout de suite des chaînes que vous suivez qui sont chouettes et qui sont en train de faire un live, eh bien dites-le moi et on va aller les raider. En attendant, écoutez, je vous souhaite... Il y a Souris de Coton. Qu'est-ce qu'elle fait, Souris de Coton? Elle fait de voir Souris de Coton, elle fait de l'art. On fait souvent de l'art. Mais oui, elle fait de l'art. Écoutez... Allons voir de l'art. On fait très souvent ça. On est très souvent sur des raids de personnes qui font de l'art à côté quand on termine ces trucs-là. Mais c'est pas mal. On se laisse la nuit. Ah, oui, mais elle a fini là. C'est pas mal, je pense, à chaque fois de passer sur de l'art comme ça nous... ça nous détend. Oui, je suis désolée, à chaque fois, ces lives sont censés durer moins longtemps. À chaque fois, on fait 2 heures de revue de presse. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc je lance le raid pour ceux qui ont envie d'y aller. Voilà, vous allez pouvoir bientôt y aller potentiellement.
Merci beaucoup d'avoir été avec moi et d'avoir été toujours si nombreux pour ces lives de revue de presse. Merci mille fois à tous ceux du coup qui s'abonnent, qui donnent des bits et autres joyeusetés dans le même style, parce que clairement c'est vous qui me permettez de vivre et ça me fait du bien de manger. Donc merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne après-midi. Si vous avez envie de continuer la discussion, de poursuivre des débats, etc., n'oubliez pas qu'il y a un Discord qui est très chouette et qui permet à tout le monde de pouvoir parler tranquillement de tout un tas de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre bienveillance. Ça fait tellement de bien à tous d'avoir cet environnement bienveillant. Merci, manger, c'est ma passion, tout à fait. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, du coup, On se laisse la nuit, qui est quand même de base la chaîne principale. Et puis, ma foi, pour ceux qui sont abonnés, vous allez pouvoir avoir accès à cette revue de presse tout de suite. Pour les autres, il va falloir attendre un petit peu plus pour qu'elle soit mise sur la chaîne secondaire qui remet les lives régulièrement. Et également, à préciser, pour les gens qui donnent sur Utip ou sur Tipeee, eh bien, vous allez la voir normalement demain ou quelque chose comme ça, puisqu'on essaie de vous donner les replays assez régulièrement. Je vous fais des bisous, à bientôt!